Rien de ce qui touche à la politique nous relève du hasard. Soyons sûrs que ce qui se passe en politique a été bel et bien programmé, déclarait Franklin Delano Roosevelt, l'un des chefs d'État du côté des États-Unis d'Amérique. Lui-même déclarait encore haut et fort qu'il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas justement essayé. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 3 septembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans encore ce matin pour cette nouvelle édition de cette belle aventure qui a démarré depuis le 16 mars dernier et bien qu'on appelle DBS Matin. Au cours de cette édition encore, nous allons décrypter l'actualité, nous allons demeurer dans l'information et comme j'aime le dire tous les matins, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Les deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Mange Vernachus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How is it? Steve, I'm doing fine. Are you sure for that? Are you fine? I'm doing very fine, Steve. And, okay. And you too. I'm fine, very fine. I like that. Non, t'inquiète pas, mon neveu, je vais bien. I like that. Alain Diok, bonjour. Bonjour Steve et bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer deux Germaines. Il y a une qui est du côté de Yaoundé, il y a également une qui est ici du côté de la cité des Palmiers qui nous suivent religieusement tous les matins. J'espère que les deux Germaines ne sont pas vos épouses, hein. Alors deux petites, alors deux fiancées. Non, ce ne sont pas mes épouses, ce sont mes deux cousines. Ah d'accord. Le mec, il arrive à la télévision, il a besoin de dire bonjour quand même à ses deux cousines. And it's not, it is not accidental that his cousins are called Germain. Il n'y a pas de hasard. Hein. Je le disais encore en début de cette édition, il n'y a rien de hasard en politique. Absolument. Même dans la revue de presse, vous voyez, Diok fait la politique. Hein. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Eh bien, allons voir ce que nous ont réservé les journaux et les quotidiens, les hebdomadaires, sans oublier les magazines. Voici la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mange Vernachus. For this Thursday, the 3rd of September 2020, a review of newspaper headline takes us to the post-weekender newspaper that opens on page 3 in politics, telling us that a mayor tells government to appease separatist fighters for peace to return in the northwest and southwest regions. On page 7, still talking about the crisis in the two English regions, the paper says Bamenda locks down after the killing of a police officer. Then still in politics, the paper tells us MPs and mayors are handpicked and imposed on Cameroonians in relation to the CPDM disciplinary commission revelation, as we read on page 2. Then on page 4, and this societal issue, after the floods and landslide, the paper tells us on page 4 that minister visits Douala, Edea and Sancho, then snubs Nguti and Fontem, where human lives were lost. We have all these stories in today's edition of the Post-Weekender. We take the Guardian Post newspaper on page 3 that has their focus in Bamenda, saying military shuts down Bamenda after the killing of a policeman. The paper says a detachment of fierce-looking military and policemen stormed markets in the city of Bamenda Wednesday morning, sending away traders who had braved the tense atmosphere to open their stores, and the paper says two wrongs don't make a right. Still in Bamenda, and precisely in Bamindankwe, in the Bamenda 1 subdivision in the northwest region, the paper tells us that Bamindankwe gets a new traditional ruler. Fon Fochesiri III was officially presented to the people yesterday in a highly traditional occasion witnessed by the senior divisional officer for Mezam, Simon Emile Moore, as we read for details on page 7. Then in Yaoundé, the paper tells us that police officers yesterday presented 6 persons suspected to be fraudsters caught in possession of fake banknotes worth 4 million francs CFA. We have details on page 5 of the Guardian Post newspaper.
Cameroon Insider, a bi-weekly newspaper today, looks at the atrocities on women in the northwest and southwest regions. The paper on page 3 says, women's groups, rights advocates and other stakeholders under the auspices of the Ministry of Women Empowerment and the Family gathered in Yaoundé on Tuesday to express their anger and indignation, calling for an immediate stop to such acts against their peers in what the paper calls a national outcry from women. The Horizon newspaper on page 3 informs us that government counters Kawala's revolution. The Minister of Women's Affairs, Marie-Thérèse Abena Ondua, organizes protest in black in Yaoundé after Stand Up for Cameroon led a similar one in Douala last Friday. On page 2, the paper talks about the killing of a police officer in Bamenda, saying Ayabacho's ADF claimed responsibilities. Then still on page 2, the paper informs us that a traditional ruler in the West decries degrading Cameroon under Paul Biya, but regrets a weak opposition in Cameroon. Emergence newspaper in the Far North region looks at the disturbing return of Boko Haram that has been attacking villages in that part of the country of late. Cameroon Tribune in Politics today on pages 4 to 5 says, the head of state, Paul Biya, yesterday signed a decree specifying the number of regional councillors per division and by category. The full text of that decree is in today's edition of Cameroon Tribune, as we read on pages 4 to 5. Then on pages 8 to 10, we read of the persistence of hate speech within the past month, especially harsh verbal exchanges in the social media and even on traditional media houses. And the paper says this is a growing danger and a wake-up call for Cameroonians. In their focus, Cameroon Tribune looks at the ways of preserving a sense of nationhood in the country. On pages 2 to 3, the paper tells us that the head of state has appointed Lieutenant Colonel Francis Ekoso as the Deputy National Coordinator of the Disarmament Committee. The decree was signed yesterday. We take Le Jour newspaper that focuses today's edition in education, asking a question: why school fees in government high schools are increasing every year without ending. As registrations begin, parents are rejecting another increase in these government secondary schools, as we read on pages 2 to 3. Still in education, Le Tudian newspaper, a bi-weekly publication on their part, looks at the payment of school fees through mobile money, asking what will become of rural areas that are out of the network coverage of those in charge of collecting the fees. On page 3, the paper says the process of paying school fees through mobile money began last September 1st across the country. Out of Cameroon, the Sowetan Live newspaper in South Africa says residents of Zwastron in Mohokare, a local municipality in Free State, have alleged that their refuse bins have not been collected for almost 2 years after the town's only refuse truck was sent for repairs. As such, they say the rubbish is piling up in their streets and they have no choice but to create their own dump site. We take the Herald newspaper in Zimbabwe that says the government has reiterated that the land reform program was irreversible and there would be no major disruptions to agriculture, as only a few indigenous farmers were likely to be affected by reallocation, while a mere 37 farms covered by bilateral investment promotion and protection agreement would be offered back to farmers who were dispossessed. The information was given by Lands, Agriculture, Water and Rural Settlement Minister yesterday. In Rwanda, the New Times newspaper tells us that the United Nations Population Fund Rwanda has secured 5 billion Rwandan francs to advance youth rights to sexual and reproductive health through a 3-year joint venture. The UNFPA, as the paper tells us, is the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency in Rwanda. In Kenya, the Nation newspaper says Kenya's persistent trade tiffs with neighbors may be a result of dynamics beyond the region, which could require political solutions, as Somalia and Tanzania have recently stalled business ventures for Kenyans.
In Nigeria, the Vanguard newspaper says, the National Examination Council has asked schools whose students are unable to register for the ongoing basic education certificate exams not to blame it for the situation. In a statement by the head of information and public relations, they had given schools enough time to meet up with registration formalities for the exams. We end in Britain with the Times newspaper that says Home Office exposed over failings on immigration as hostile environment plan is flawed and unsafe with record number of cross-channel migrants. Steve, these are some of the information that we could have from home and abroad this morning. Il faut le dire, hein, de bonnes informations traitées par nos confrères de la presse écrites ce matin, mais je vais retenir quand même la grande une de Guardian Post ce matin qui déclare « Quand deux torts ne font pas un droit, l'armée ferme Bamenda après le meurtre d'un policier ». J'ai bien aimé, il faut le préciser, hein, ce titre d'ailleurs ce matin. « When two wrongs don't make it right ». Ouais, quand deux torts ne font pas un droit, eh bien l'armée a fermé Bamenda après le meurtre d'un policier. On va pas également oublier une autre une, hein, il faut le préciser, le Post Weekender qui nous fait savoir que le maire dit au gouvernement d'apaiser les combattants séparatistes pour que la paix revienne du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et pendant ce temps, il faut préciser par ailleurs que Cameroun Tribune revient justement sur le discours de la haine. Pour nos confrères de Cameroun Tribune, c'est un danger croissant. A very dangerous sign in a country. Voilà, c'est ce que le journal nous a d'ailleurs dit ce matin. Hate speech, a growing danger. Actually. Voilà. Allons-y cette fois-ci en langue française avec Alain Diok. Commençons par le quotidien L'Épervier qui nous fait savoir à sa grande une que Paul Biya, en toute équité concernant justement la préparation des élections régionales, le président de la République a signé hier un décret fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie et un autre fixant les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux. Il attribue justement 90 sièges de conseillers à chaque région, soit 70 délégués des départements et 20 représentants du commandement traditionnel. Chacune. Pour le journal, c'est un acte fort d'équité et d'équilibre ethno-sociologique qui démontre justement la volonté politique de laisser à son peuple un État plus que jamais unitaire et décentralisé. Le journal parle justement des larmes des leaders des petits partis politiques qui restent attendus dans les réseaux sociaux, leur champ d'expression et d'appel à l'insurrection. La même information est traitée par nos confrères de Cameroun Tribune en parlant justement de la répartition des sièges dans les conseils régionaux pour ce décret signé donc par le président de la République fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. L'intégralité du texte présidentiel est à lire en pages 4 et 5 du quotidien à Capitaux Public de ce matin. En page 7, bonne nouvelle pour les cacaoculteurs, les fèves seront bien payées. L'assurance a été donc faite par les industriels au ministre du Commerce et de l'Agriculture lors d'une concertation avec les acteurs de la filière en prélude justement à la campagne cacaoyère. Dans le quotidien Le Messager, Henri Eyebe Aïchi parle de la crise foncière, patrimoine, expropriation des terres dans un contexte de mercantilisme marqué par des expropriations qui génèrent des conflits à n'en plus finir. Le ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières se met donc à table. Concernant la crise anglophone, le journal du feu Puce Ndiaye indique que le gouvernement est à bout de souffle. Selon le journal, face à l'échec de la stratégie militaire, le pouvoir explore les recommandations du grand dialogue national. Dans le hebdomadaire, le soir, la réponse de Mila Souté à Maurice Kamto pour son appel à la mobilisation dans la rue, un texte que je vous invite à lire en page 3 du journal Le Soir de ce jour. Pourquoi les frais de scolarité augmentent sans cesse dans les lycées? Constat fait par le quotidien Le Jour, alors que les inscriptions débutent. Les parents redoutent une nouvelle augmentation dans les établissements publics secondaires. Le magazine Défi Actuel donne la parole à l'ambassadeur de l'Union européenne qui se livre sur l'impact des APE sur l'économie, le regard de l'Union européenne sur la crise anglophone, la réhabilitation des infrastructures dans le septentrion et puis ses rapports avec le gouvernement.
Le quotidien de l'économie présente justement le plan d'Akiwini à Desna pour la jeunesse africaine. En effet, en prêtant serment le 1er septembre pour son second mandat de 5 ans, le président de l'ABAD a donc présenté les initiatives qui seront destinées à cette tranche de la population, nous dit le journal. Le quotidien Mutation évoque la santé publique et présente justement ces tueurs silencieux, entre autres le paludisme, le choléra, insuffisance rénale, hépatite virale. Dans le journal Revue de ces maladies éclipsées par le coronavirus qui sème toujours la mort, c'est à lire en page 7 à 10 du quotidien Mutation de ce jour. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui évoque le bac 2020. Les résultats après justement une légère cacophonie en matinée. Les résultats du premier tour du baccalauréat 2020 sont connus depuis hier à travers les différents canaux numériques indiqués par le ministère de l'Éducation nationale. Sur plus de 24 000 candidats au baccalauréat général, 6 375 ont obtenu d'office et 10 821 sont admissibles. Dans l'enseignement technique, 646 ont tiré leur épingle du jeu contre 1800 admissibles pour 4 582 candidats, nous indique le journal. Au Congo, les dépêches de Brazzaville évoquent impôts et domaines avec justement la formation du personnel qui s'impose. Le ministre délégué là-bas du budget a organisé des visites dans des infrastructures d'impôts de Brazzaville. À l'issue donc de cette ronde, il a relevé la nécessité de procéder à la formation du personnel en vue de rendre plus performante l'administration fiscale. La Tribune Magazine présente Laye Souleymane Diallo, l'espoir d'une jeunesse du côté de Guinée. À moins de 2 mois de la présidentielle du 18 octobre 2020, le candidat du Parti des Libertés et du Progrès dévoile justement les grandes lignes de son programme qu'il dédie particulièrement à la jeunesse guinéenne. Direction la France avec le journal Le Monde qui titre Environnement, les reculs du gouvernement. Le projet de loi permettant l'usage dérogatoire de puissants pesticides interdits va être présenté ce jeudi en Conseil de ministres, nous dit le journal. Terminons Steve ce matin par le quotidien L'Équipe qui indique que le PSG a reconnu hier que Neymar, Angel Di Maria et Leonardo avaient été testés positifs au coronavirus. Le séjour des 3 joueurs est pointé donc du doigt. Un 4e cas parisien compromettrait fortement le Lens Paris Saint-Germain du 10 septembre prochain. Au journal de dire Very Bad Trip. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Very Bad Trip, bah, vous savez, un très beau titre de film d'ailleurs, il faut le préciser. Une très belle comédie, Very Bad Trip. Oh ben, dommage pour le PSG. Oui, dommage parce que... Ce qui m'a toujours épaté dans la presse française, c'est que dès lors où il y a un gros problème, enfin je parle du Tour de France, oui, et que bon, ce n'est plus un Français qui a le maillot jaune, et bien en ce moment-là, ça ne fait plus la une des journaux. Il faut préciser par ailleurs que Julien Alaphilippe est 16e. Hein. Oui, mais il détient toujours le maillot jaune. Il n'est pas, non, il n'a pas le maillot jaune. Hier, c'était la 4e étape. Je vous le dis encore, je vous le répète, il ne détient plus le maillot jaune, puisque je suis en train de vous le dire. Oui. Voilà, il a été, il faut le dire, sanctionné de 20 secondes. Donc actuellement, c'est un autre qui a le maillot jaune. Oui, mais... Et il se retrouve en 16e position. Mais disons que la presse... disons donc que la presse française est sur la logique de... la presse promeut justement les athlètes français. Oui, c'est normal en plus. Hein. C'est normal. Voilà. Alors si au Cameroun, on ne voit pas, on ne veut pas aussi promouvoir justement les... Bon, je pense quand même que le journal, le quotidien Le Jour, nous a quand même donné la liste des joueurs camerounais qui se retrouvent en Ligue 1. Oui, là aussi, c'est promouvoir justement les Camerounais. Absolument, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut... À la une, hein, j'ai vu d'ailleurs à la une du quotidien Le Jour ce matin, oui. Les joueurs, les Camerounais dans la Ligue 1. Le journal a fait clairement une liste de Camerounais qui jouent aujourd'hui en Ligue 1 pour nous faire comprendre que ce sont eux qui animent quand même, il faut le dire, le championnat français actuellement. Messieurs, je vous comprends parfaitement, mais je vais revenir avec vous parlant justement de ces fèves de cacao qui seront bien vendues. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les cacaoculteurs, oui. Justement, nos parents. Vous me donnez l'envie de rentrer au village. Hein. Oui, absolument. Et vous savez qu'aujourd'hui, le cacao, ça fait simplement 3 ans. Et puis, vous passez à la récolte. Et donc, c'est une très bonne nouvelle de savoir que justement, le ministère
d'abord du commerce et de l'agriculture qui ont... Oui, mais c'est le quotidien Cameroun Tribune qui nous fait savoir que les FEF seront très bien payés. Actuellement, pour indiquer que justement, pour en tout cas établir une confiance entre les industriels et les cacaoculteurs, leur dire que effectivement, il faut bien justement... Oui, la saison prochaine sera très bonne. Voilà, sera très bonne. Une bonne saison. Ça nous donne l'occasion, parce que Adiakeri, vous vous rappelez qu'Adiakeri, Mangue Vernache, il a vécu à Adiakeri, ils ont de très grandes feux. C'est ça, hein? Steve, des hectares et des hectares de cacao. Steve, that's the contrary. That's the contrary. We used to have coffee. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Vous avez le café. Yes, we have coffee. We Oui, don't mais have Steve, cocoa. Steve, quand on dit ça va être bien payé, c'est pas ce qu'on met dans bien, parce que je me rappelle que... Non, on parle du prix. Du prix, voilà, c'est ce que je dis. Du prix. Je dis que je ne sais pas ce qu'on met dans ça, parce que il y a des saisons où on a payé quand même le cacao à 1700. Je pense que cette fois, ça va être peut-être à 2500 le kilogramme, pour parler de bien. Vous espérez ou bien vous le dites comme ça? Je pense. Steve, while you are looking at a brighter prospect for cocoa farmers, I read something in l'Economie newspaper. I think we still have the edition for today. L'Economie newspaper is telling us that Ghanaian cocoa is selling better than that of Cameroon. When Cameroon says cocoa would be sold better than, what do we mean by better, like Jackson is saying? Bon, ben, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous rappelle un petit détail quand même pour... Vous avez qu'à mettre à Adiakeri. Yes. Moi, j'ai été au village du côté des Saints. À une époque, le cacao, je vous assure, les gars étaient des millionnaires. Moi, je me rappelle par exemple de mon grand-père, c'était un monsieur, quand il vendait le cacao, personne ne pouvait venir lui dire quoi que ce soit. Mais dès lors où le cacao a baissé, je me rappelle à cette époque, c'est descendu, je pense, à 400 francs, à 350 francs le kilogramme. Mais tout le monde a brûlé les champs de cacao. Steve, I was asking myself... donc si aujourd'hui, ça grimpe à 2000, ou alors à 1700, comme Diok nous le fait savoir, ben c'est une bonne nouvelle, enfin. C'est un début de bonne nouvelle. Steve, I was asking myself whether Ghana's cocoa is of a higher quality than Cameroon, or Ghana knows the market where they sell it expensive than Cameroon. What is the difference between cocoa produced in Ghana, in Ivory Coast, and cocoa produced in Cameroon? Ben, c'est deux pays très différents. Vous devez comprendre d'ailleurs que le Cameroun, il pleut beaucoup aussi chez nous. Ça, il faut le dire également. Okay. Et ben, autre chose également, c'est que vous savez que le cacao, c'est une plante très sensible. Très, très sensible au soleil. Donc, quand on défriche par exemple un champ de cacao, on laisse toujours les grands arbres. So is it the problem of farming techniques? Oui, il y a pas mal de techniques. So we need to learn from Ghana. Et puis, il y a également notre problème de monnaie. Vous savez que ce que le CEDI par rapport au CFA, vous n'allez pas... vous n'allez pas quand même faire le... Et puis il y a autre chose qu'il faut relever, parce que du côté du Ghana quand même, les gens se regroupaient en un groupe d'initiatives communes, en GIC, et puis ça faisait que le prix augmentait de ce côté. Et on a compris ça aujourd'hui au Cameroun. Il y a des... Et puis justement, il y a les GIC qui sont en train de naître, donc je pense que... So these are strategies that Cameroonian cocoa farmers should adopt. Is that what we're saying? Right. Non, bon, apparemment vous êtes trop pessimiste. Hein? No, I'm not pessimistic. 1700 francs pour cette année, vous pensez que c'est pas bien? Steve, pas même pour cette année. Il y a eu des années où ça a coûté 1700. Bon, vous espérez quand même que c'est à 2500? Oui, je pense que cette année, il faut que ça grimpe à 2500. The problem is not being pessimistic. Donc, je sais de quoi je parle. The problem is putting cocoa is cocoa. Why should Ghana sell it expensive? Il y a pas qui nous dit derrière là-bas que c'est impossible à 2500. So, why should Ghana sell it expensive and Cameroon? Messieurs, on vous comprend parfaitement. Allons-y toujours avec une de Cameroun Tribune ce matin. Hate speech, a growing danger. Bon, c'est le discours de la haine, un danger croissant. Actually, and that's what Cameroon Tribune is telling us this morning, that there is every need for us in Cameroon to cultivate this sense of nationhood. Let us, in this country, let us believe that you are my friend, you are my brother, you are my brother, you are my brother. It is not because you are not from so that you are not my brother. The fact that we are all Cameroonians, let us try to understand what we say to each other. Because remember what, I don't understand the quotation in the Bible, but the Bible says somewhere that do unto others what you want them do unto you. Yes. So whatever you are trying to say to somebody, nobody owns this Cameroon 75% and the other owns it 25%. All of us own Cameroon 100%. I'm a Cameroonian 100 like you are. So when you say anything to me about Cameroon, know that you are saying it to somebody who also owns Cameroon like you own Cameroon. Ils sont nombreux d'ailleurs qui pensent que c'est eux qui sont les Camerounais et que les autres ne le sont pas. And that is where Cameroon Tribune is raising an alarm. Surtout sur les réseaux sociaux. Hein. Actually, c'est des insultes à n'en pas finir. Oui, le problème c'est qu'on ne leur a pas appris la vraie histoire.
Si on avait appris la vraie histoire aux Camerounais, on n'en serait pas ça. Si on disait par exemple aux gens que mais les Nduru de la Gamawa sont aussi des Mbo, par exemple. Okay. C'est parce qu'on n'a pas appris la vraie histoire aux gens. Okay. C'est-à-dire, si on apprenait aux gens que les Fondjomokwet sont les frères de Bassa, on n'allait pas. Les Fondjomokwet qui sont de l'Ouest sont les frères de Bassa. Mais on n'en serait pas là. C'est parce que les gens ne connaissent pas leur histoire. Actually, c'est un problème d'instruction, d'enseignement. Il faut enseigner aux gens que nous sommes des frères. Mais la différence se situe au niveau de la langue. Nous avons même les mêmes choses, même les codes sciatiques. On fait les mêmes gestes 9 fois. Mais les gens ne savent pas que nous sommes des frères. Parce qu'ils ne le savent pas. C'est l'ignorance. When I say I'm related to somebody in Bafia, you know, it sounds very strange. And so man and a Bafia man, they are one brothers from the same parent. And so man and a Bamun man, they are one brothers from the same parent. You see, but these are things that we don't understand. You look at the Bafia man as a stranger, whereas that is your direct brother. That's what Cameroon Tribune is telling us today, that we need to cultivate this sense of brotherhood in the country, nationhood in the country, to know that all of us, we are Cameroonians, we are brothers and sisters. Merci d'ailleurs la réalisation de nous faire d'ailleurs savoir avec cette grande une de Cameroun Tribune ce matin. On parle bien sûr de speech, hate speech. It's a growing danger in this country. C'est un gros danger d'ailleurs, hein, un danger croissant dans ce pays. Il faut que nous sachions simplement que nous sommes des frères. Tous entièrement et totalement des frères. Et il faudrait que ça cesse immédiatement et surtout sur les réseaux sociaux. Même si quelque part, même si vous dites haut et fort à la télévision, il faut que nous restions des frères, il y a toujours certaines personnes qui pensent, moi je suis ça et lui il n'est pas ça. C'est bizarre quand même. That is actually J'ai continué à dire que parce que les gens ne connaissent pas leur vraie histoire. Les gens ne savent pas par exemple qu'il y a certains Douala qui viennent de l'Ouest. Parce que les gens, on les prenait là-bas, on les mettait ici à la côte, ils se naturalisaient ici. Les gens ne savent pas ça. Mais ils savent pas, nous sommes tous des frères. Hier soir, nous étions quelque part avec... que les gens ne savent pas, c'est pour ça que les gens entretiennent justement des choses comme la haine et tout ça. Hier soir, nous étions quelque part et il y a un jeune homme, j'étais en train de boire l'alcool, c'est d'ailleurs, bon, je ne vais pas dire un anglophone, je vous ai dit que j'aime pas ce terme. Oui. J'aime pas le terme anglophone et francophone, parce que j'ai toujours posé, je m'interroge tous les jours et j'interroge les gens. Avant que les Blancs, enfin, ceux qui ont la langue anglaise, ceux qui ont la langue française n'arrivent ici, on parlait quelle langue? Parce que quand vous déclarez haut et fort, moi je suis anglophone, l'autre est francophone, c'est même pas votre langue. C'est pas votre langue. Ils se sentent beaucoup plus proches de l'anglophonie que de toute autre chose. Avant que ces gens ne viennent ici, quelle était la langue? C'est ça la grande interrogation. Voilà. Donc, quand les gens se lèvent le matin et déclarent, moi je suis un anglophone, moi je suis un francophone. D'ailleurs, j'étais avec quelqu'un hier qui disait, je ne suis pas anglophone, je suis chez moi au Cameroun. Et il était en train de boire avec ses amis. Je suis avec un Bamileke, je suis avec un Bassa, je suis avec un Bafia. Il le disait haut et fort. Et il appelait Abameda. Hein. Oui, mais absolument. Il appelait Abameda, il criait haut et fort et il parlait en français. Yes. Et moi, j'étais là aussi. Je disais, voilà quelqu'un qui a compris quelque chose. Mais combien sont-ils? Combien sont-ils qui comprennent réellement que le mot francophone, anglophone, c'est juste pour la division? Et les gens se sont levés le matin, ils sont venus, ils ont dit, bon, ok, vous allez parler anglais, on n'a plus leur langue. Vous allez parler français, on n'a plus leur langue. Et personne ne lève le petit doigt pour dire, ce n'est même pas ma langue en plus. Mais on m'appelle quand même francophone. Steve, just to come back here, the other day I was listening to one Ghanaian channel, and the president of Ghana was giving a speech concerning the evolution of COVID-19. At one point, he spoke in English, and at one point, he turned to the native language, dialect. I was asking myself, can Cameroon ever come to such a point? Is it that anything we say here in Cameroon, a white man must know? Can we not have tout ce que nous disons d'ailleurs, qu'ils soient en anglais, qu'ils soient en français, ils vont comprendre. Yes. Oui, mais Steve, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un problème d'instruction. Vous savez ce qui se passe en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire. Vous avez des ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, qu'on peut retrouver encore au Burkina Faso, qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Mais on leur fait comprendre que, écoutez, ça n'existe qu'ici en Côte d'Ivoire, alors que ça existait aussi ailleurs. Vous comprenez ça? Mais on leur fait croire que non. Ceux qui viennent d'ailleurs là-bas, c'est-à-dire que, écoutez, si on parle par exemple ici au Cameroun, il y a Aoussa ici au Cameroun, il y a ça au Nigeria, il y a ça. Il y a ça partout. Je pense qu'il y a partout. Nous sommes des frères. Ne me dites pas que les Aoussa ne sont pas des frères. Quels que soient ceux qui sont au Cameroun, quels que soient ceux qui sont au Nigeria, nous sommes tous des frères. Mais je ne comprends pas. C'est parce qu'on nous a dit, on nous a séparés, on nous a fait comprendre que, écoutez. Pourtant, on pouvait parler le swahili tous, hein.
on the pouvait day that we'll be faire. able to say something in Cameroon. Ici au Cameroun, the day that we're able to n'en say parlons pas something des in Cameroon, Famouti et and another person don't understand, ceux qui sont we'll be building that sense côté of du sud, là. Il y a une unity. chose que vous devez savoir ici qui a toujours été extraordinaire pour moi, c'est que si vous allez aujourd'hui, par exemple, à Bafia, et que vous faites, par exemple, dans un grand village, on parle seulement le patois, si vous y faites un mois, vous allez commencer à parler le patois. It's the same thing. It's the same thing. Oui, parce que vous le Everywhere, savez. where you go Mais to. les Aoussa qui vendent les étoffes chez nous, comment ils font? Ils font juste 3 mois et puis ils commencent à dire les premiers mots. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Messieurs, je veux vous dire merci d'avoir été là ce matin. J'espère qu'il n'y aura pas de haine. Hein. Et vous également sur Internet. Vous êtes un bon exemple. D'accord? Absolument. Pas d'insultes, pas tout ce que vous pouvez imaginer. C'est toujours l'amour. On reste et on demeure dans l'amour. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Des femmes, des enfants meurent tous les jours. Et nous, on va s'intéresser justement au Covid. En fait, à la période de Covid-19 et à la rentrée scolaire 2020-2021, à quoi doivent s'attendre parents et élèves? C'est notre grande interrogation de ce jeudi matin. Mes invités sont déjà là ce matin. Faustin Kamgué, lui, il est justement enseignant et surtout censeur dans un établissement de la place. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve et bonjour à vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être à DBS ce matin et surtout bonjour à nos copanélistes. Je crois qu'on va faire un bon débat ce matin. Merci en tout cas d'être là. Hein. On va attendre également Eric Pépin-Bika. On espère qu'il sera également là, lui également enseignant. Cela nous permettra de parler justement de cette rentrée scolaire 2020-2021 et ce que les parents doivent attendre justement de vous. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes parent. Hein. Bonjour Steve, bonjour à Faustin. C'est un plaisir renouvelé d'être de nouveau sur un plateau télé avec toi. Et mes amitiés renouvelées. Voilà. Merci et bien. bonjour aux deux autres mousquetaires que vous avez l'amabilité de nous présenter tout à l'heure. Avant de démarrer, quand même, j'aurais un petit coup de gueule. Allez-y. Bon, c'est pas un coup de gueule, mais c'est un peu pour rigoler, quoi. Vous vous souvenez de cette affaire de Madame Bensouda, la CPI? Oui. La grande procureure de la CPI, qui a envoyé des oukas de gauche à droite pour essayer de punir les élèves indélicats de la communauté internationale. Sur d'autres plateaux, j'avais dit que Mme Bensouda est en train de signer son arrêt de mort en posant 2 actes. Premier acte, elle a tenté de lancer une commission pour enquêter sur le comportement des soldats israéliens par rapport à la crise qui les oppose avec la Palestine. Oui. J'avais dit, alors là, elle s'est foutue une bonne balle dans la jambe. Et secondo, elle ne s'est pas arrêtée en chemin. Elle a tenté, encore une fois, d'enquêter sur le comportement des soldats américains en Afghanistan. Oui. Et la réaction américaine a été immédiate. Très sévère d'ailleurs. Très, très sévère. M. Mark Pompeo a décidé, avec les États-Unis de M. Trump, tous les avoirs de Mme Bensouda aux États-Unis sont gelés. Oui. Deuxièmement, elle est interdite de séjour aux États-Unis. Persona non grata. Avec d'autres conséquences qui vont suivre. Bon, vous voyez donc, les États-Unis qu'on présente comme la plus grande démocratie du monde, le pays des libertés. Vous voyez donc à quoi c'est la CPI. Quand on le dit, les gens nous disent c'est parce que vous aimez les dictateurs, etc. On a toujours à rappeler que la CPI fait partie des instruments, maintenant je le dis que c'est une arme de l'impérialisme, pour punir justement les personnalités, les pays sur le plan international qui ne vont pas dans le sillage qui a été tracé par ces bien-pensants du monde. Et l'exemple le plus extraordinaire, parlant du procès de Laurent Gbagbo, passons-y, mais ce fut le président serbe, Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic, qui avait un procès. D'abord, il avait dit qu'il n'avait pas besoin d'avocat et il est capable de se défendre tout seul. On l'a trimballé dans cette prétendue CPI. Les mémoires en cellule, là, il faut le Au préciser. point où, malade, les Russes ont demandé vraiment qu'on lui donne la possibilité de le soigner. La CPI a refusé. Milosevic est mort en prison à la CPI. Après sa mort, la CPI s'est réunie, incapable d'avoir des charges contre Milosevic, et ils l'ont acquitté. On a quitté mort. Incroyable ce qui s'est passé à la CPI. Donc il n'y a que les Serbes et les Africains qui sont vraiment les clients de cette prétendue la CPI. Et comme ça faisait un peu bizarre de voir que jusqu'à un passé récent, il n'y a que les Noirs qui allaient à cette CPI et il n'y a que des Blancs qui les jugeaient, on a donc allé ramasser Mme Bensouda pour Juger ses propres frères. Voilà. Et Mme Bensouda croit donc qu'elle est là parce qu'elle est une grande, je ne sais pas quoi. Très grande Et procureure. ne connaissant pas ses limites, et c'est donc attaquée aux inattaquables de la communauté internationale qui sont l'État d'Israël
et les États-Unis. Donc, bien fait pour eux, pour elle autant pour moi, mais surtout aux Africains qui ont l'impression que le monde entier dans ce système, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on laisse la justice faire son travail. Voilà justement à quoi sert la justice. On rappelle également que c'est la justice aux ordres. Hein. Complètement, c'est une justice aux ordres qui a été faite uniquement pour punir les Africains qui ne respectent pas l'ordre international des bien-pensants. Parce que le nouvel ordre mondial, il faut bien le dire. On dit souvent la communauté internationale. Et vous réfléchissez un peu dans votre chambre. Très simplement, c'est qui la communauté internationale? Qui leur a donné ce qualificatif, ce truc de communauté internationale? Vous n'êtes pas la communauté internationale, donc il suffit que l'Angleterre, la France, non, je veux dire les États-Unis, dont de là, suivi par l'Angleterre et la France, et puis bam, on nous sort. La communauté internationale a dit que. C'est pour cela que je continue l'appeler la prétendue communauté internationale, parce qu'en réalité, de communauté internationale, il n'y a rien de sérieux dans toute cette affaire. C'est quand même extraordinaire, hein? Slobodan Milosevic est mort, et il faut le dire, on a même caché la mort de Slobodan Milosevic dans cette cellule. Et il a fallu 48 heures. Gbagbo, il est dans des difficultés, il ne peut pas avoir de passeport, il ne peut pas retourner chez lui, alors qu'il a quitté. Allez savoir. Allez justement savoir. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve José Longo, je salue mes copanélistes sur le plateau, ainsi que les nombreux téléspectateurs de DBS la matinale, j'y arrive. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent du côté, n'est-ce pas, d'Abomban. À Bomban, il s'agit d'une très belle cité, malheureusement, qui tombe indéléblement du fait de l'exploitation et honte de ses richesses. Elle ne profite pas des retombées. En tout cas, c'est pas ça mon coup de gueule. Mon coup de gueule de ce matin, bien évidemment, les antirétroviraux sont en vente libre. Il s'agit des médicaments qui sont prescrits dans le cadre de la prise en charge des malades, des infections à VIH. Oui. Et qui sont, il faut le dire, subventionnés, donc gratuits. Alors, ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est qu'il y a des ruptures dans les centres de prise en charge spécialisés, mais par contre, on les retrouve sur le marché noir où ils sont revendus. Alors, qui est responsable de quoi? En tout cas, c'est une question à laquelle doit nous répondre. Nous sommes en train de faire une enquête là-dedans. Là, je m'adresse au coordonnateur régional du comité de lutte contre le VIH-Sida. Et surtout à l'ancien coordonnateur qui est aujourd'hui directeur de l'autre côté également. On ne va pas également l'oublier, parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut bien qu'on réponde à nos questions pour savoir comment est-ce que les antirétroviraux se sont retrouvés au gazon. Au gazon, oui. Ouais, il faut qu'on le dise haut et fort, c'est au gazon qu'on l'a retrouvé. On les vend au gazon. Alors que c'est gratuit. Alors que c'est gratuit. Il faut bien expliquer c'est quoi le gazon, parce que les gens qui sont qui ne peuvent pas comprendre le gazon, c'est ici au marché central. Hein? Le marché noir. Le marché noir des médicaments. On le vend à ciel ouvert. Entre-temps, oui. Il y a même un autre risque, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est testé positif, tu le suivre aller commencer à prendre un traitement, alors qu'il y avait la conséquence de pouvoir créer, n'est-ce pas, des résistances. Oui, des résistances. Merci, messieurs, pour d'être là ce matin. Permettez-moi de lire certains de messages que nous ont laissé nos téléspectateurs. Rebonjour, dit bien, je veux le monument de Oumniobé sur la place de l'indépendance de la ville de Tian, au carrefour en face de l'hôtel de police, de la compagnie militaire, de l'école publique du centre et de l'hôtel de finances. Oui, Ndogmopol à Tian. Je veux le monument de Oumniobé, il le répète, sur la place de l'indépendance de la ville de Tian, plus précisément au rond-point qui est en face de l'hôtel de police, de la compagnie de gendarmerie, de l'école publique du centre et de l'hôtel de finances. Un bonjour mérité à M. Ngos pour le bon travail qu'il fait à DBS. Merci également à vous, M. Ndogmo, depuis Tiang. Merci de nous suivre tous les matins. Bonjour, j'ai voulu réagir sur votre débat à propos des élections en Côte d'Ivoire, mais malheureusement j'étais occupé sérieusement. J'ai adoré le débat, pour cela je vous suivrai de plus. Et j'aime les journalistes qui crachent la vérité sur les faux dirigeants africains et la France. En tant qu'un révolutionnaire, j'aime beaucoup votre télé. Je suis un Guinéen de Conakry vivant au Togo. Merci également à vous. Bonsoir, j'aimerais vous joindre à vous tous d'ailleurs, pour les échanges des infos. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez également nous envoyer des infos quand vous voulez. Vous avez notre numéro WhatsApp. Vous êtes libre de nous envoyer les informations que vous voulez. Bonjour Steve, je suis un jeune homme, un jeune politologue à l'université de Douala, juste pour les analyses et débats à caractère politique. Merci de souvent m'inviter. Bon, d'accord, on aura le temps de vous inviter, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est CV Sango, il m'a laissé son CV. Je vais le prendre en compte, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vérifier tout à l'heure et qui sait, on va s'appeler. C'est votre télé. Bonjour mes hommes de la déontologie et de l'éthique, je suis Isidore Lord Edo, un journaliste togolais. C'est juste pour vous jeter des fleurs tout en tirant
un coup de chapeau. Merci. Le journaliste togolais, un confrère d'ailleurs, un togolais qui m'a écrit ce matin. Merci, très cher confrère. On espère avoir un contact tout à l'heure. Je prendrai le numéro. Bonjour le plateau, pourquoi c'est toujours ça en Afrique? Ne soyons pas dupes là. La Cour pénale internationale a-t-il changé la nationalité de l'ex-président Laurent Gbagbo? C'est quelle éducation M. Ouattara donne aux enfants? Une gouvernance de destruction et saut depuis Lomé au Togo. Toujours hein, nos frères togolais qui nous écrivent tous les matins. Merci beaucoup DBS pour votre lutte. Je vous aime. Ndjile en République de Côte d'Ivoire. Bon, vous savez que du côté de la Côte d'Ivoire, je sais pertinemment quand vous écrivez, vous ne donnez pas vos vrais noms parce qu'on sait pertinemment ce qui va se passer. On se comprend, vous et moi. Si en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, l'élection présidentielle est synonyme de bain de sang, à quoi bon? C'est la preuve que la démocratie que nous a imposé les Occidentaux est suicidaire et il est urgent pour l'Afrique de trouver un système de gouvernance adapté aux réalités africaines pour booster son développement. Jean-Oscar Belloc, ici même à Douala. L'éléphant n'est pas fatigué de porter sa trompe. Gbagbo est unique en Afrique francophone. En Afrique francophone, aujourd'hui, il a beaucoup fait pour l'Afrique. Le cacao était 1200 francs avec Gbagbo et 825 francs avec Ouattara. Pour la France, c'est ridicule. Soutenons ensemble Gbagbo pour libérer l'Afrique. Sinon, il y aura ébullition en Côte d'Ivoire. C'est Marius depuis le Togo. Bonjour à vous et bonne suite d'émission. J'adore l'analyse et le commentaire des panélistes. Vraiment, c'est pitoyable qu'on nous fasse croire que nous sommes indépendants et qu'on continue de subir le pire que l'époque coloniale. Nos chefs d'État africains sont tous des marionnettes et font souffrir les pauvres populations qu'ils oppriment d'ailleurs. Emmanuel depuis le Togo. Bonjour Steve, je salue tous les invités et merci pour le commentaire de monsieur l'économiste Edem depuis le Togo. Ils sont nombreux qui nous écrivent du Togo. Bonjour à toute l'équipe, juste pour dire que quand on se revendique du panafricanisme, on ne devrait pas insister tant sur les origines aux frontières artificielles tracées par ces mêmes colons. Quelle différence feriez-vous entre un résident de Kousséri et un Tchadien, entre un habitant de Korogo et un Burkinabé? Pensons plutôt à déconstruire ces frontières artificielles pour bâtir une Afrique unie. N'oublions pas que tout est parti de ce concept d'ivoirité. Ici, c'est même risqué à parler d'ivoirité de souche. Peut-être allons-nous parler un jour de Camerounais de souche. Max 21. Il n'a pas laissé justement son nom. Bon, vous savez, il s'est trompé sûrement. On vous comprend parfaitement. Gbagbo, c'est le vrai président. Il est le seul président qui a pu faire face à la France. Gbagbo est un président panafricain. La France a peur de Gbagbo parce que Gbagbo veut le bien de son pays et de l'Afrique. Gbagbo, à son arrivée au pouvoir, a pu nationaliser toutes les institutions du pays que ses prédécesseurs avaient privatisées. Vive Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire, à Ouattara et à la France. Don Hiro l'amour depuis Dapaon au Togo. Encore Don Hiro, fidèle téléspectateur d'ailleurs. Excusez-moi Steve de revenir car ce sujet est très intéressant. Gabriel Mokonchou Gbagbo est pour moi déjà rentré dans l'histoire de l'Afrique francophone et les faits sont avérés et têtus. Vous êtes tous brillants et panafricains sur le plateau. Sankara et Kadhafi sont partis et Dieu nous a envoyé ce Gbagbo. N'oubliez pas qu'il a dit pour le cacao ivoirien, je cite, nous ne pouvons pas produire et le prix se décide ailleurs. La libération de l'Afrique passera par Gbagbo. Bonne journée à vous. Merci à vous, monsieur Mekonchou, qui nous écrit d'ailleurs depuis, je pense, de l'ouest du pays. Bonjour le plateau. La seule erreur de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a commise est d'avoir accepté Ouattara comme un citoyen ivoirien. Et pour le développement de l'Afrique, nous devons nous débarrasser des présidents comme monsieur Victor Emmanuel, comme ce monsieur Victor Emmanuel depuis Porto Novo au Bénin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Félicitations pour ce débat très sensible. Nous attendons impatiemment un pareil débat politique de ce genre sur le Togo. Bon, j'ai promis que je vais le faire. Ouattara dirige la Côte d'Ivoire avec l'aide d'un ancien traître criminel nommé Blaise Compaoré, qui était le bras armé de la France. Cet homme qui a introduit et soutenu durant des années le terrorisme djihadiste au Sahel. La rue ivoirienne doit se lever ensemble comme un seul homme pour les chasser, les capturer, les juger. L'Afrique doit se libérer coûte que vaille. Je vous rassure que le Conseil constitutionnel ivoirien va invalider les candidatures de Gbagbo et Soro. Il a été configuré pour obéir à ses mentors occidentaux. Bonjour à monsieur Yamb, Edmond Kuaté et AAA. Ismaël Ndjikam depuis Koutaba. Toujours, bonjour DBS, l'impérialisme français en Côte d'Ivoire est un boulet à son pied. Et puisqu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser, ce boulet la perdra. Stéphane Sullivan depuis Bruxelles. Merci à vous Stéphane Sullivan. Bonjour DBS. Non, je pense pas que c'est le message ici. Toujours Latifou Mola depuis
Kodé au Togo. Alassane Ouattara est un obstacle, je dis bien un obstacle pour le bien-être de la CEDEAO et le Sahel. Si tous les Africains le comprenaient, dans ce sens, nous irons tous en Côte d'Ivoire pour chasser Ouattara. Merci à vous tous. Non, on va pas aller en Côte d'Ivoire, les gars. Encore une autre, là je pense c'est ça ici. Steve Draman, le cancer de l'Afrique, unissons nos forces pour qu'il dégage de la Côte d'Ivoire. C'est Thomson errant depuis Bédi, ici même à Douala. Messieurs, puisqu'on a lu tous ces messages, bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, voici le débat. Covid-19, rentrée scolaire 2020-2021, à quoi doivent s'attendre parents et élèves? C'est notre grande interrogation de ce matin. La ministre des enseignements secondaires du Cameroun, Pauline Nalova Lyonga, informe d'ailleurs les parents, tuteurs et les élèves que le paiement des contributions exigibles et les frais des examens, eh bien, qu'officiels pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 débuteront le mardi 1er septembre 2020. C'est ce qu'elle a déclaré au IFOR dans un communiqué. Dans un communiqué d'ailleurs datant du 17 août 2020, la ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalonga Lyonga Igbe, informe les parents, tuteurs et les élèves que le paiement des contributions exigibles et les frais des examens officiels pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 débuteront d'ailleurs dès le mardi 1er septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national camerounais. D'ailleurs, c'est depuis mardi dernier. À cet effet, elle invite les concernés à régler les modalités par voie électronique, sur votre contrôle d'ailleurs, à travers un opérateur de leur choix. Parmi ceux-ci, MTN Cameroun, Campus Express Union, United Bank for Africa et Affluent First Bank. Dans la même veine, la MINISEC demande à tous les chefs d'établissement scolaire de faire part de leurs besoins en personnel en ligne en vue d'obtenir les statistiques actualisées sur les besoins personnels dans les établissements secondaires. Elle invite tous les chefs d'établissement à faire part de leurs besoins en personnel en ligne. Peut-on lire d'ailleurs dans un communiqué singé le lundi 24 août 2020. Elle les rassure en disant qu'ils seront contactés à cet effet et recevront des codes secrets qui leur donneront accès à un module e-relatif présent sur le site web. À se demander si tout le monde aura accès justement à ce site web. À se demander si tout le monde pourrait justement payer électroniquement comme ceux qui sont dans les villages, dans les zones rurales. Là encore, c'est une grande interrogation. Pour elle, le délai prévu pour cet exercice est fixé au vendredi 4 septembre 2020, c'est-à-dire demain vendredi. Albert Anatola ici. Oui, j'ai lu le même communiqué que vous, qui m'a inspiré au moins 3 questions. La première question, c'est vrai que elle fait avec ce qu'elle a. C'est-à-dire que la première chose, sécuriser, n'est-ce pas, des frais d'inscription ou des frais de scolarité des élèves, parce que c'est pas cette année qu'elle a commencé justement cette campagne. Non, c'est pas cette année qu'elle a choisi, n'est-ce pas, cette option-là. Depuis qu'elle est arrivée dans son ministère, notamment le ministère de l'enseignement secondaire, elle s'est rendue compte que quelquefois il y avait des perditions de frais de scolarité des élèves du fait de la mauvaise gestion de certains encadreurs. Donc elle a donc choisi justement le paiement par ligne, même si ça cause quelques peu de problèmes, parce qu'il faut envoyer un code, quelquefois le code ça ne fonctionne pas très bien. Et puis au niveau de la compensation, très souvent le parent n'est pas tout de suite en possession du reçu pour justement prouver qu'elle s'est acquittée, n'est-ce pas, de faire des scolarités. Donc il y a encore de présenter ce côté-là. Donc justement, ce qui me ramène à votre questionnement, c'est-à-dire que est-ce que lorsque vous êtes dans l'arrière-pays, est-ce que ces parents-là, tous les parents ont un compte mobile money? Est-ce que tous les parents ont accès à ces services de messagerie financière? Est-ce qu'il y a une multitude de questions? Deuxième chose que j'ai considéré dans ce communiqué, c'est sa vacuité pour ce qui concerne, n'est-ce pas, notamment les dispositions sanitaires. Parce que ça devait s'accompagner, en plus de ces préalables, oui, notamment des frais d'inscription et la date de début d'inscription, également des orientations sanitaires dans l'optique, n'est-ce pas, de cette rentrée scolaire. Malheureusement, c'est silence radieux. Peut-être qu'elle est encore en concertation avec, n'est-ce pas, les différents responsables sectoriels, je veux dire des ministères de la santé publique. Quoi qu'il en soit, mais je me rends compte malheureusement que
cette pandémie. Il y a justement un communiqué qui circule par rapport aux dispositions sanitaires. D'accord. Je n'ai pas vu s'il est là. Donc, qui date, je pense, du 17 août. Bon, dans tous les cas, jusque-là, il y aura toujours un problème. Parce que là, maintenant, vous avez des salles de classe qui, avec la crise anglophone, qui ont plus de 120 élèves et d'autres qui ont même peut-être plus, davantage. Donc, ça va quand même créer un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir affaire à un système décalé comme c'était dans le vieux? On a commencé à y réfléchir. On nous fait savoir d'ailleurs qu'il y a des réflexions là-dessus. Oui, dans les mi-temps, on les appelait les mi-temps à une certaine époque. Oui, tout à fait. Les mi-temps, c'est-à-dire, est-ce que ça va pouvoir, on va aller comme ça? Est-ce que jusque-là, ça va poser? Moi, je pense donc qu'il faut associer des médecins dans cette affaire-là pour une réflexion un peu plus pertinente et approfondie. C'est-à-dire que à un certain époque, vous vous rappelez, nous sommes rentrés en contact avec un médecin que vous connaissez très bien. Il nous a fait comprendre qu'on n'avait pas besoin, d'envoyer les élèves au quartier. Oui. Il suffisait de faire comme au bon vieux temps, c'est-à-dire on leur donnait de la chloroquine à l'entrée. Et puis, on les laissait suivre les cours normalement, tout en leur imposant l'hygiène, n'est-ce pas, de lavage de mains et le port des masques faciaux. Donc, il n'était pas nécessaire d'envoyer des enfants au quartier. Et moi, je pense donc, et je crois que c'est une option qu'il faut peut-être choisir. C'est-à-dire que chaque fois qu'un enfant, dans chaque élève, quand il arrive le matin, on lui donne un comprimé de chloroquine. Et puis, voilà. Je vais vous relancer justement avant de passer la parole à Eric Pépin-Bikaï qui est venu nous retrouver. Justement, il y a une usine qu'on nous faisait savoir au cours, justement, quand la crise était encore à son comble, que cette usine nous produisait de la chloroquine chaque minute. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai vu les images dans une télévision concurrente à DBS. J'ai vu des images, justement, oui, effectivement, la chloroquine est produite, c'est produit. Maintenant, comment se passe la gestion? On pensait qu'elle devait être gratuite. Malheureusement, elle ne peut pas être gratuite. C'est pas ça. Malheureusement, ça peut pas être gratuit parce qu'il y a un investissement qu'il faut amortir. Donc, il y a des coûts amortis, il y a un investissement conséquent. Donc, moi, j'ai vu, pour ne pas la citer, la CRTV, j'ai vu ces images. Donc, ça fonctionne si la chloroquine est produite. Le problème, c'est la gestion, comme d'habitude, la proactivité, la prospective, la planification. Mais à une époque, justement, cette chloroquine était gratuite dans ces établissements publics. Je pense que donc, justement, ça devrait être gratuit pour les établissements publics, à mon sens. C'est-à-dire qu'on remet ça aux responsables d'établissement. Pourquoi pas dans tous les établissements, d'ailleurs? Non, on remet ça aux responsables d'établissement. Parce que si on remet ça aux responsables régionaux, départementaux, des départements sectoriels, c'est-à-dire l'éducation de base, l'éducation, l'enseignement secondaire, ça va dans tous les sens, comme très souvent les kits contre le Covid-19. Eric Pépin-Bikaï, bonjour, bienvenue à vous d'ailleurs. Bonjour C, bonjour à l'ensemble de mes compagnons. Actuellement, certains parents sont inquiets par rapport à envoyer leurs enfants à l'école dans les jours à venir. Vous êtes enseignant, je vais m'adresser également à Faustin Kamgué dans un instant. Les parents sont réellement inquiets, ils ne savent pas justement quoi faire. Oui, les parents ont toujours été inquiets, surtout notamment depuis la date du 17 mars de 2020. Lorsque le gouvernement, par l'entremise du chef du gouvernement, M. Joseph John Gouté, a fait une adresse demandant à ce qu'on suspende l'école et qu'on renvoie les enfants à l'école. Ça a fait l'objet d'une inquiétude. Déjà, étant donné que durant ces 3 mois d'hibernation, disons ça comme ça, on n'a pas vu les résultats escomptés parce qu'on a envoyé les enfants à la maison. Les enfants sont retrouvés abondamment dans les marchés. Donc ça veut dire que si les marchés étaient un potentiel vecteur de transmission de la maladie du Covid-19, tous les enfants ne seraient pas revenus. Oh, oui. Et la plupart des enfants sont revenus le 1er juin. C'était toujours dans une suspicion légitime de la part des enfants, comment devant-on gérer. Heureusement qu'il y avait une première mesure qui a semblé arranger peut-être une partie du corps enseignant, le fait qu'on devait renvoyer ceux des classes intermédiaires à la maison, ce qui permettait de réduire de manière drastique les effectifs dans les lycées et collèges, et on devait tout simplement conserver ceux des classes d'examen, notamment les classes de 3e, de première et de terminale. Là également, ça a été très difficile parce que beaucoup ont toujours été suspicieux d'envoyer leurs enfants à l'école, étant donné que lors des examens de fin d'année, on a pu déceler un certain nombre d'enfants qui étaient porteurs du virus. Oui. Ils ont été mis en isolement pour pouvoir terminer leur année scolaire. Donc, ce sont des éléments, ce sont des faits qui légitiment, qui fondent la suspicion de la plupart des parents. Oui. Bon, maintenant,
l'année s'est achevée à la va-vite, dans les conditions que tout le monde connaît. Ça a été difficile pour les organismes, à la fois pour les enfants, mais également pour le corps enseignant, qu'il faut le dire, à cette période, ils étaient déjà habitués à leurs vacances. Ça pouvait être au village ou alors dans leurs petites affaires, le temps de pouvoir préparer l'année académique, du moins scolaire qui est suivante. Donc ça a été difficile. Oui. Ça a été difficile de pouvoir terminer cette année. Ça serait également difficile parce qu'à cette période-ci, pour la plupart des enfants et des parents, c'est la période de la rentrée scolaire. Donc, on se donne dans le cas de cette crise-ci 1 mois de plus pour que les parents puissent préparer l'année scolaire qui arrive, étant donné que les examens officiels, pour ce qui concerne les classes d'examen, commencent à tomber à compte-gouttes parce que le BPC et le certificat d'aptitude professionnelle, les résultats ont déjà été rendus sur normal parce qu'en réalité, c'est un examen qui est décentralisé comparativement à celui organisé par l'Office du baccalauréat qui est un examen centralisé. On se pose la question pourquoi ça continue à perdurer ainsi. C'est l'une des réformes que la plupart des parents et des enseignants réclament à corps et à cri pour que, pour une fois également, compte tenu de cette pandémie et des lourdeurs accompagnées des trucs d'attriche, la fraude qui a accompagné l'organisation de ces examens, comme on pense ça un temps faire le peu, à pouvoir décentraliser l'organisation de l'office du bac au niveau soit régional, soit départemental, pour que les résultats également puissent être rendus aussi rapidement comme c'est le cas avec le brevet d'études primaires et le BPC autant pour moi et le CAP. Bon, maintenant, l'inquiétude également vient du fait que comment l'année sera organisée. Parce que la ministre a fait circuler un communiqué limitant le nombre d'élèves par salle de classe. Étant donné que les salles de classe, il ne faut pas qu'on... On parlait bien sûr des sixièmes. Ce ne sont pas des salles de conférence. Ce sont des salles de classe qui ont une certaine dimension, déjà qui absorbaient, pour le cas de Douala, dans les lycées et collèges, parfois près de 70 à 80 élèves. Parfois, on pouvait aller à 120, on se retrouve parfois 120 élèves dans une salle de classe. Communiqué, la norme étatique prévoyait 60 élèves par classe. Mais le communiqué va en descend. Parce que le communiqué prévoit 50 élèves par salle de classe. Mais est-ce qu'il y aura justement des salles de classe pour contenir ces 50 élèves par classe? Étant donné que si on convoque même la carte scolaire dans une ville comme Douala, on va se rendre compte que le 50 élèves par salle ne peut pas être proportionnel au nombre d'enfants qui ont besoin d'un encadrement sur le long de l'année. Bon, maintenant, quand on observe un peu dans les lycées collèges, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'établissements qui sont en train d'être construits, du moins des salles de classe qui sont en train d'être construites. Là également, on peut questionner la sécurité de ces bâtiments qui sont en train d'être construits à la va-vite. Voilà, c'est à la va-vite, puisque c'est 3 mois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une étude d'impact environnemental, en fait, pour soutenir le bâtiment. Ça va vite, c'est R+1, R+2. En fait, tout le monde est en train de se préparer afin d'accueillir les nouveaux élèves qui vont frapper aux portes de l'enseignement de la rentrée scolaire du 5 octobre prochain. Donc, c'est cette suspicion légitime. Bon, maintenant, on peut également interroger ce qui peut également fonder cette suspicion. C'est le fait que sur le plan socio-économique, notamment sur le plan économique, l'économie ne tourne pas. Les parents n'ont pas d'argent. On se questionne comment ils vont nous renvoyer nos justement élèves, les enfants dans les établissements. Donc c'est compliqué parce que pour la plupart ils ont perdu leur emploi, d'autres ont été mis en chômage technique, d'autres ont connu des coupes drastiques par rapport à leur budget, ce qui force de manière inéluctable. Pour ceux qui travaillent encore, on a coupé également leur salaire pour leur permettre de se maintenir. Il y a une bonne panoplie de débrouillards à ceux qui sont dans le secteur informel. Vous savez que le secteur informel ne fonctionne que si le secteur formel fonctionne. C'est un mariage qui est loin d'être incestueux. Bon, si le secteur formel est impacté par la crise du Covid-19, ça veut dire que le secteur informel est littéralement impacté aussi, donc littéralement à terre, comme on dit au quartier. Résultat des courses, la plupart des élèves qui sont renvoyés dans le système éducatif, leurs parents viennent du secteur informel, donc ça risque également d'impacter sur la scolarité des enfants. Et je m'étonne un peu de cette rapidité, parce qu'on a comme l'impression que la mesure de Madame la ministre visait plutôt à renflouer les caisses de l'État que à accompagner les parents dans leur démarche à pouvoir envoyer les enfants à l'école. Parce que qu'est-ce qui urge maintenant? Elle parle de pouvoir verser des indemnités par rapport aux examens de fin d'année.
Elle n'est même pas sûre que les parents vont pouvoir envoyer les enfants à l'école. D'ailleurs les enfants. Voilà, envoyer à l'école avec même 1 ou 2 cahiers. Parce qu'on ne parle même pas des fournitures scolaires en termes de livres autres. Pour les enseignants que nous sommes, on a souvent des systèmes D pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de programmes adéquats en les accompagnant, en les enrichissant, en densifiant le contenu des enseignants. Mais c'est difficile. Parce que pour la plupart des enfants, ils viennent à l'école, non pas des livres. Mais là, ici, présentement, ce que nous voulons, c'est que l'enfant ait au minimalement un cahier et puis accessoirement des syllabes. C'est justement, toujours, hein, je parle toujours des mêmes craintes. Il y a d'ailleurs un journal, le quotidien Le Jour, nous faisait savoir d'ailleurs ce matin que voulait savoir pourquoi est-ce que la scolarité grimpe toujours chaque année. Voilà encore un autre problème, surtout dans les lycées. Hein, on parle bien sûr des lycées. Le journal, le quotidien Le Jour a d'ailleurs fait comme sujet d'ailleurs hein, à sa grande une ce matin, l'augmentation en tout cas des frais de scolarité dans les lycées. Est-ce que dans les établissements privés également, on note, il faut le dire comme ça, une augmentation de la scolarité? Ça dépend, mais avant de répondre à votre question, je devrais revenir sur l'ordonnance de Madame le ministre qui interdit, qui demande aux parents de payer par voie électronique. Et dans ce pays, il faut qu'on apprenne que les décisions doivent refléter les réalités du terrain. Dans les établissements privés, dans les classes d'examen, pour envoyer les dossiers, il faudrait que l'enfant s'est acquitté de ses frais de scolarité. Du coup, lorsqu'on envoie par voie électronique, que feront les établissements privés? Ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte les réalités du terrain. Et mon collègue disait tout à l'heure, lorsqu'on a renvoyé les enfants à la maison le 17 mars, ils sont devenus subitement les vendeurs ambulants. Et là, on n'a pas tenu compte du danger que couraient ces enfants-là. Aujourd'hui, elle a pris une autre ordonnance, elle a interdit les cours de vacances après 7 mois de classe, 7 mois à la maison, et que les enfants ont carrément, le cerveau est vide. Il faut reprendre le 5 octobre. L'enseignant va utiliser quelle méthode? Ça, j'aimerais bien voir, pour d'abord faire rappeler les prérequis ou les acquis, et remettre l'enfant sur les rails. Ça sera très difficile. Autre chose, c'est une rentrée qui est complexe. Complexe à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que la pandémie continue à dicter sa loi. Et lorsqu'on a partagé dans les établissements scolaires les cache-nez et les gels hydroalcooliques, vous voyez, pour 1000 élèves, on a un gel. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Et du coup, c'est les parents qui supportent en réalité le coût de ces gels-là. Mais il faut dire que l'enseignement secondaire a pris quand même ce bas, puisque j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de réunions. Même lors de la rentrée qui est en train de s'annoncer, nous avons fait une réunion, ça fait quelques jours, à Bonanjo, où on a justement mis à contribution les médecins et surtout l'inspection médico-sanitaire qui vont veiller et couvrir la rentrée qui commence. Du coup, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il y a un problème de crise financière aujourd'hui. Lorsque je fais l'état dans mon établissement, par le passé, aujourd'hui, on avait déjà au moins 2, 3, 4, 5 salles de classe pleines. Ça, c'est timide, ça n'avance pas. Et même quand bien même on inscrit les élèves, ils peinent même à avoir de quoi manger. C'est pour ça que vous allez voir les enfants qui tombent en transe, on va vous dire que c'est ceci, c'est cela au village, alors que c'est parce qu'ils ont faim. On leur demande, qu'est-ce que tu as mangé le matin? Monsieur, je n'ai rien mangé. Et quand vous voyez le parent, c'est des gens qui se débrouillent. Donc, ça devient extrêmement complexe. Revenant à votre question, on est surpris aujourd'hui que les lycées sont même plus chers que les établissements privés. C'est justement le problème. À l'époque, nous avions fait le lycée, c'était 7500, premier cycle, 11 000. Aujourd'hui, pour mettre un enfant en 6e au lycée, ce n'est pas facile. Tout le monde le sait. Donc, au lieu de dire qu'il faut, quand elle demande, qu'il faut payer par voie électronique, et ça rejoint justement Anatole, c'est pour éviter ces charognards qui sont aujourd'hui à la tête des lycées, qui continuent à anarquer les parents et continuent. Mais des ordonnances doivent tenir compte réellement des réalités et des différentes chapelles. Parce que si vous demandez tout simplement, vous parlez au lycée, que ferons-nous des établissements privés? Maintenant, il y a un problème des effectifs.
et un problème de formation et de la qualité de la formation que nous avons donnée à nos élèves dès la rentrée. Oui. Lorsque vous parlez, on parle aujourd'hui de 50 élèves et on veut le système de mi-temps. Ça veut dire 7h30 au total 12h30. De 12h30 à 17h, que fait l'enfant? Le parent est en train de se débrouiller quelque part parce que tout le monde sort. L'enfant revient à la maison à 12h. Il va faire quoi? Il peut se retrouver puisqu'il faut aussi noter, Steve, qu'il y a une recrudescence de la délinquance. Même à la sortie des cours, vous voyez les enfants qui viennent attendre les autres. Il y a ce phénomène qu'on appelle le retour. Il y a des bagarres, ils se livrent dans des bagarres sans merci. Maintenant, lorsque l'enfant sort à la maison à 12h et que le parent sera en train de se débrouiller quelque part, il ne va pas y veiller. Donc, ça pose un réel problème. Et un autre problème, on nous a dit l'autre jour qu'il faut construire très vite les salles de classe. Dites-vous qu'un enfant soit dans une salle de R+2 et qu'à la va-vite, on n'a pas pu calculer. On n'a pas pu, le dosage n'est pas au beau fixe. Du ciment, et du coup, du béton. Il n'y a pas eu de préalable, les études géotechniques. Et tout ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème. D'abord pour les enseignements, d'abord pour les parents. Et donc, l'État devrait encore revoir des réunions, des conseils de sensibilisation. Vous allez voir, cette année, on va dire que c'est une année Covid-19. Le taux du BPC national est en baisse. Pourquoi? Parce que les parents ont été enseignés que ce sera, ou les élèves, que ça sera une année BPC Covid, et les enfants étaient tranquilles. Et lorsqu'ils sont retournés à l'école, je vais vous dire que on se demandait si ces enfants un jour avaient lu leur cahier. Donc c'était difficile de remonter la pente, très difficile. Ils avaient tout oublié. Et lorsque on arrive, j'étais au secrétariat du BPC, j'ai regardé les épreuves, j'ai dit, mais est-ce que c'était un piège plutôt? Parce que quand j'ai lu l'épreuve de maths, ce n'était pas au niveau de l'élève faible. Hein. C'était au niveau de l'élève, j'allais dire, qui va en classe et qui lit son cours. C'était pas facile du tout. Et entre-temps, de 6e... Surtout qu'on avait fait le premier trimestre. Hein. De 6e en 3e, nous étions dans le système de correction orthographique et qui mettait derrière l'ancienne technique de dictée, parce que quand on corrigeait 500 copies de dictée, on avait carrément 450 zéros. Et au BPC cette année, on a donné dictée. Vous voyez, ça dit qu'il y a un problème. On court, il y a des lois à plusieurs vitesses. On ne sait même plus où on se trouve. Donc, du coup, je n'étais pas très surpris de voir l'échec cuisant au BPC. Et là, l'année qui commence, la formation ne sera pas de qualité. Autre chose, elle parle de learning distance. Ça veut dire des cours à distance. Je veux bien savoir, le petit gars qui est dans mon village et qui n'a pas l'Android, et que ce problème-là, pendant les examens officiels, était très grave. Puisque même ce problème de learning distance, c'est ça qui a popularisé l'eau qui a coulé, puisque les enfants manipulaient la fraude. Les enfants étaient en train de manipuler leur WhatsApp et chaque fois tu reçois une épreuve, on balance. Et maintenant les enfants courent plus. Et c'est ça qui m'a choqué. C'est-à-dire qu'un enfant, il cherche plus à dire mais quelle est l'épreuve qui va venir. Il ne veut même pas comprendre. Lorsque je suis arrivé au lycée, quand les enfants ont terminé le baccalauréat, ils étaient tellement contents. J'ai dit, mais quel Cameroun allons-nous léguer à ces enfants? Parce qu'il y a eu la fraude. Ils étaient tellement contents parce qu'ils ont eu l'épreuve et d'avoir fraudé. Vous voyez, c'est ça qui est un problème sérieux. Beaucoup se sont livrés aux alcools. Oui, voilà. Ils étaient très contents d'avoir fraudé. La veille, quand on a dit que ça, le bébé... On va recommencer. C'était la mort. Ils sont tombés malades. Donc, qu'on enseigne aux élèves, qu'on enseigne à nos jeunes aujourd'hui le culte de l'effort. Oui. Donc voilà ce que je peux dire. Merci pour cette première prise de parole. Patient Parfum, donc finalement, le 5 octobre prochain, il y a une rentrée des classes, rentrée scolaire 2020-2021. Les parents seront peut-être la proie des établissements. Les élèves, on ne sait pas ce qu'ils vont avoir de ce côté-là. On a pas mal d'interrogations et je continue avec la crainte des parents qui se demandent bien est-ce qu'ils pourront payer la scolarité de leurs enfants cette année. Et d'ailleurs, on vous a montré d'ailleurs la grande une tout à l'heure de Le Jour qui nous fait savoir que eh bien, les lycées sont devenus plus chers même que les collèges privés. Quand on sait pertinemment que beaucoup de parents ont perdu leur emploi au cours de cette année. Je commencerai d'abord par un plaidoyer. J'ai, au cours de cette nuit, dans les réseaux sociaux, appris que le jeune qui a été indexé comme l'homme par qui la fuite des épreuves de baccalauréat a été arrivée, c'est un jeune qui a 18 ans, je crois, de le côté de l'Ouest Banganté. Il a été arrêté avec 3 autres compagnons de misère et que apparemment ce jeune, alors on parle, séjournerait au niveau de la prison centrale de Kondengui. Je pense que c'est une décision extrêmement difficile à accepter.
Il faut plutôt qu'on poursuive les enquêtes, même si ce jeune a été à l'origine de la propagation, n'est-ce pas, de cette fuite des épreuves. Je pense qu'il y a d'autres types de sanctions qu'on peut prévoir pour un jeune comme celui-là que de l'envoyer directement à la case prison. D'autant plus que ce n'est pas lui qui a ouvert les enveloppes. Il n'était pas la reprographie. Il faut donc qu'on remonte bien du point de vue des enquêtes et que les responsables de cette fuite, c'est eux qui soient sanctionnés et non le pauvre garçon de 18 ans qui, à partir de son téléphone Android, a pu avoir accès à des informations qui étaient déjà disponibles sur Internet. On parle d'Instagram. Donc vraiment, j'ai été horripilé de savoir que ce jeune, qui est d'ailleurs enfant unique, qui a 18 ans, qui est en classe terminale, ce qui est déjà très bien, mais qui se retrouve à Kondengui pour une faute à mon sens, dont il n'est pas du tout responsable. Il faut vraiment que le gouvernement et Madame le ministre essaient de revoir leur copie et qu'il laisse ce garçon-là libre. Ce n'est pas lui le responsable de ce qui s'est passé. Bon, ceci étant dit, je reviens quand même sur le Covid, parce que c'est le Covid qui est l'élément déclencheur, n'est-ce pas? On était comme dans notre cabango, dont on cachait notre forme. Le Covid est venu nous dénuder. Maintenant, on voit bien notre nudité. Notre nudité, à tous les niveaux. D'abord, commençons sur le plan des infrastructures scolaires. Quand vous regardez la plupart de nos établissements scolaires, il y a des normes, Steve. Oui. Pour obtenir une autorisation d'ouverture d'une école primaire, secondaire, etc. 90% des institutions scolaires de notre pays ne répondent pas aux normes. Ils ne répondent pas aux normes. Les salles de classe que vous voyez là, ils ont des normes. Bien sûr, bien sûr. Je dis 90% ne répondent pas aux normes. Il faut des cours de récréation. Beaucoup ne savent même pas ce qu'on appelle cours de récréation. Première chose. Deuxièmement, on demande aux gens, oui, dans le cadre de la crise Covid-19, pour essayer d'être aux normes et de faciliter quand même l'apprentissage des enfants, il faut multiplier les salles de classe. Mais ces gens-là qui n'avaient déjà pas de terrain, ils vont aller chercher le terrain. Alors, j'ai constaté quelque chose dans une ville comme Yaoundé, où les gens sont allés chercher le terrain en réduisant la petite cour qui servait de lieu de détente pour les enfants. Ils ont réduit la cour, et la cour actuelle, ça tient moins qu'un sas d'un bureau. Et c'est ça une école. Et c'est pour régler quoi? Maintenant, ça va jouer le rôle d'un goulot de tremblement où il y a des centaines d'enfants, des dizaines d'enfants qui vont se trouver au même endroit, dans un lieu contigu. C'est pour protéger ou bien pour aider la propagation de la maladie, si jamais elle existe. C'est des questions que peuvent la main se poser. Il faut commencer par sanctionner. Il y a des gens qui ont construit des immeubles pour servir de logement, de location, à titre locatif pour faire leur business. Et puis un jour, on s'est rendu compte que les locataires ne payaient pas. Alors le gars, il reconfigure son immeuble, pap, il est collège. Vous voyez un collège, vous dites, mais c'est pas possible. Comment cet immeuble est devenu un collège? Donc, Madame le ministre, voilà des choses auxquelles il faut vous intéresser. J'ai la chance d'être un peu dans la zone anglophone. Allez dans la zone anglophone, regardez comment sont bâtis les établissements scolaires. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit avec ce que nous avons aussi chez nous. C'est incroyable. N'importe qui dans un truc un peu en Calabre, il crée école primaire de la vallée de je ne sais pas quoi. Allez dans cette école. Premièrement, des infrastructures. La plupart de ces écoles n'ont pas, par exemple, des infrastructures sportives. Non, je ne parle même pas sportives. Là-bas, c'est oubliez même ça. Ils n'ont pas. D'abord, les mairies de ville n'ont même pas des infrastructures sportives pour le commun des citoyens. Je parle, par exemple, comment vous appelez ça, des sanitaires. Des sanitaires. Allez voir l'état des sanitaires. C'est une catastrophe. Je dis, quand vous regardez l'état des sanitaires de nos écoles, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, je crois que ce Covid-19 est venu nous rappeler qu'en réalité, nous n'avons pas des établissements scolaires aux normes, les normes qui sont d'ailleurs dictées par le propre ministère. Hein. C'est le ministère qui a dit pour une école primaire, voilà ce qu'il faut, je crois, plus de 2000 mètres carrés de terrain. Voilà, les salles de classe doivent être construites comme ça, les fenêtres d'aération doivent être... Allez, il y a des salles de classe qui n'ont... Ils ont des petits orifices comme ça par où passe l'air. Quand vous rentrez dedans, ça chauffe comme dans une chaudière. Mais on vous dit que c'est qu'une école. Bon, il y a ce premier volet. Le deuxième volet dans cette affaire-là, et c'est justement les questions de ceux qui sont dans l'arrière-pays. Il faut réduire les effectifs à 50, nous dit-on. Mais moi, je vous donne un exemple. Lycée de Mbandjok. Il y a un seul lycée en Mbandjok. Il n'y a pas d'établissement privé en Mbandjok. Hein?
qui avaient des effectifs de l'ordre de 80, 100, 120. Maintenant, quand vous ramenez tout à 50, les autres, ils auront où? On va les mettre où? Les lycées techniques, il y a des zones où il y a un seul lycée technique par département, disons même par arrondissement. Quand vous dites maintenant les normes, c'est 50 élèves par classe, les autres, vous allez les mettre où? Alors, si vous voulez faire la mi-temps, faites la mi-temps justement que on dise la même salle de classe, à la mi-temps à notre époque, c'était quoi? C'était que ceux qui viennent le matin, d'autres viennent le soir. Le soir, oui, c'est tout. Mais la mi-temps ne signifie pas que ceux qui viennent le matin, ils finissent, je sais pas, à 14h et puis la salle de classe reste vide. Justement, il faut qu'on profite, parce que même la norme que vous me dites là, 60 élèves par classe, réellement, un enseignement digne de ce nom, 60 élèves, c'est trop. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Après le 30 élèves, vous ne pouvez plus suivre. Oh oui, on ne peut plus. Vous ne pouvez plus. Dans une salle de classe comme celle que j'ai derrière moi là, l'enseignant doit être en capacité de connaître le nom de chaque élève, de connaître les parents de chaque élève, Là, vous de connaître les que difficultés de chaque élève. il y a 4 élèves par... Mais quand vous avez une salle de classe comme ça, le gars va se mettre là devant, il va... 5 élèves par bas. Il va ouvrir son cahier qu'on appelle le bord, et il va lire un flot de trucs incessants, les gamins ne vont rien comprendre. Je me souviens quand j'étais au lycée pour voilà, notre premier cours, je sors d'une école confessionnelle, on arrive au lycée. Maintenant nous avons un professeur qui était anglophone, il ne connaissait pas un seul mot traite de français. Il balançait ces trucs à tout en anglais et on appelait son cours le somnifère parce que quand son cours arrivait, les 3 quarts de la classe, les gens dormaient. Et on mettait ce cours-là à une heure impossible. Je crois que c'est à ça qu'on va revenir là maintenant. Regardez l'état de nos salles de classe. Ils sont même chanceux. Je veux dire, vraiment, ils sont très chanceux. Ceux qui sont dans cet état-là. C'est le luxe. C'est le luxe que nous avons là. Parce que d'autres, allez faire des visites. Vous êtes des journalistes, allez dans les écoles pour voir ce qui se passe. Oh, c'est tout ça. Deuxièmement, les enseignements en ligne. Très bien, très bonne chose. Ouais, mais là encore, on a encore sauvé notre cabangon de pouvoir nos carences. La possibilité pour tout l'état du territoire d'être couvert, n'est-ce pas, en réseau Internet. Non, l'énergie électrique d'abord. Vous êtes déjà Internet, moi je suis encore l'énergie électrique. Vous allez trop vite en besoin, chers amis. Je suis au niveau les gens électriques. Vous savez très bien, monsieur Simbos, qu'en Gambie, par exemple, chez nous d'arrondissement, vous pouvez faire 2 mois, 3 mois, il n'y a pas d'électricité. 2 mois, 3 mois, pas d'électricité, 4 mois même. Le barrage à quelques kilomètres. Le barrage à quelques kilomètres, parce que on va nous dire qu'un arbre est tombé sur le truc de transport, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'électricité. Et tout le monde est tranquille. Gambé peut passer 3 mois sans électricité. Et Gambé c'est pas l'exception. Non, c'est la règle dans l'arrière-pays. Maintenant, quand vous avez réglé le problème de l'électricité, venez donc maintenant en fourniture, n'est-ce pas, accès à Internet. Ici, en plein ville de Douala, n'allons pas loin en Gambé. Il y a des gens qui sont enseignés dans le télétravail. Beaucoup, souvent en téléconférence, disent que mais ils sont scandalisés. 1, le débit est trop faible. De 2, de temps en temps, il part. Vous n'avez rien, vous ne savez plus à qui vous adresser. Imaginez, vous êtes en train de travailler avec des partenaires à l'étranger, en télétravail, et puis paf, c'est vous qui êtes en train d'exposer. Vous n'avez plus de connexion Internet. Vous faites comment? Allez dans d'autres pays à côté. Je ne vais pas les citer. Vous allez voir que pour le Cameroun, c'est une honte d'avoir le débit que nous avons, d'avoir la qualité de service Internet que nous avons. C'est une honte. Les investissements conséquents ont été à côté. Inacceptable. Et c'est ça, justement, qui font que, malgré la bonne volonté de Madame la ministre, je lui accorde cette bonne volonté. Même si mon ami Kamga dit que peut-être elle ne maîtrise pas le terrain. Et là, il a donné un exemple qui est clair. Les responsables des établissements privés, ils ont souvent un truc qui nous pousse les parents à manger nos ongles pour finir la scolarité. C'est que si dans une classe d'examen, ils ont des deadlines au premier trimestre. Si vous n'avez pas terminé la scolarité de l'enfant, on n'envoie pas les dossiers d'examen. Mais maintenant, si nous maintenant avec l'aide de Madame le ministre, nous on peut continuer cette difficulté. Vous voyez dans quelle situation vous mettez le gars? Vous mettez dans une situation très inconfortable. Parce qu'il serait incapable de... Il y a également qu'il faut déposer le dossier. Il n'y a pas seulement l'argent qu'il faut déposer. Il y a également qu'il faut aller déposer le dossier. Mais le gars, il dépose auprès de la direction. Mais il dépose le dossier. Après, il envoie l'argent ailleurs. Vous, maintenant, si vous n'envoyez pas le dossier de l'enfant, vous ne savez pas si le parent, finalement, a payé ou bien il n'a pas payé, à moins qu'il y ait d'autres formes de contrôle qui obligent le parent après à ramener le reçu au niveau de l'établissement. Donc, il y a toute cette difficulté qui existe, qui font que c'est un appel, un cri de cœur que je lance auprès de Madame la ministre. D'abord, chaque année qui passe, le nombre d'élèves dans les établissements scolaires augmente. Ce n'est pas parce que nous avons un coronavirus qu'on va prendre des décisions qui sont en réalité contre-productives même pour l'encadrement de nos enfants. Tout à l'heure, Anatole le disait et consort. Quand on a dit, bon, maintenant les enfants rentrent à la maison, bon, je dirais qu'il n'y a pas que le gouvernement. Nous, les parents, nous avons aussi notre propre responsabilité dans cette affaire. Comment on
peut, au moment où tout le monde tremblait, on ne savait pas à quelle sauce on va te manger, les parents prennent la décision de prendre les enfants et de les jeter en pâture, parce que c'est ça on les envoie au marché. On les envoie dans les marchés avec des plateaux sur la tête, en contact avec monsieur tout le monde. C'est une irresponsabilité quand même du point de vue de notre société qu'il faut que certains parents corrigent. C'est inacceptable. Nos enfants ne sont pas nos esclaves. Nos enfants ne sont pas nos esclaves, il faut que certains parents le comprennent. Oui, la vie est difficile. Beaucoup d'entre nous ils sont dans les capacités de jouer les deux bouts, dont les enfants sont en réalité comme des espèces de supplétifs qui leur permettent d'arriver à cette fin-là. Parce que j'ai vu un enfant qui vendait des arachides un jour. Je vais faire une petite... comment dire ça, c'est... une digression, une anecdote. Moi, bon, quand j'étais encore jeune gars comme vous, maintenant j'ai plus de l'âge, j'allais m'amuser en boîte de nuit, je sors les 4 h du matin, et je trouve un jeune homme en plein aqua, avec un truc d'arachide sur la tête. J'ai dit, mais papa, il est 4 h du matin, qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, mais c'est mon activité, papa, c'est avec ça, à la fin des vacances, que je peux m'acheter des cahiers et quelques bics et des livres, bon, des stylos à billes et des livres pour moi, sinon mes parents ne peuvent pas. Je lui demande, tu habites où? Il me dit, j'habite à village. Je dis, non, tu racontes une connerie, c'est pas possible. Tu n'es pas parti du village avec ce truc sur la tête pour venir en plein aqua. Je dis, mais tiens, depuis 1 h du matin. Je dis, c'est incroyable, Jésus. Bon, j'ai cru que c'est un garçon qui va raconter des histoires. Bon, je lui ai filé le petit billet que j'avais, je suis parti. Alors, la suite. C'est que quelques semaines plus tard, je suis dans ma voiture, je vais à Yaoundé, je rencontre le même gamin, autour de 20 h, avec son plateau d'arachide sur la tête, venant de village pour aller à quoi? Je dis, c'est pas possible, Jésus. Donc cette affaire, c'est vrai. C'est pour vous dire la détresse de certains parents, mais surtout le martyre de certains enfants. Ces enfants qui dorment dans les salles de classe, qui tombent en transe, autant pour moi, il n'y a pas que la famine. Mais aussi qu'il y a un volume de travail, la fatigue de volume de travail, qui sont assujettis à la maison, qui ne leur permet pas d'être dans des conditions idoines. Donc je dis donc que ce Covid-19 en réalité nous a permis de montrer la nudité de notre pays. Alors quand les gens sont à Yaoundé, ils volent des milliards, ils font des grands discours, ils oublient que le peuple qui devait être le premier bénéficiaire de tout l'effort de la communauté, ce peuple-là est complètement dans le désarroi. Il est dans le désarroi total. Tout à l'heure, on nous a parlé de la Nivaquine. Justement, nous on a eu la chance, la chloroquine, quand nous étions encore à l'école primaire, tous les matins, il y avait la chloroquine. Il y avait cette affaire-là pour tuer les vers. Les vers, un vermifuge. Non, qui était un truc de culte, qui était vraiment... Alors là, peut-être vous n'avez pas connu, c'était la poêle à bannière. C'était terrible. Je ne sais pas, c'est l'huile de ricin ou bien c'est quoi, c'était un truc. Mais on prenait. Et ça avait son effet. C'était l'huile de ricin. Voilà, l'huile de ricin. Alors, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe avec le pays. Les écoles, les commerçants, excusez-moi le terme, mais les commerçants ont trouvé un bon filon. On paye l'assurance à 300 francs. C'est l'école. Quelqu'un fait son bâtiment, les normes, tout à l'heure, là, il tutoie les normes, il s'en fout des normes, hein, ce n'est pas ça le problème. Allez voir les écoles primaires où on les construit d'ailleurs. Lui, c'est un job, c'est un business incroyable. Il va vendre les tenues, il va vendre les écussons, il prend la scolarité. Il y a les photos. Il y a les photos. La cantine. Il y a la cantine. Il s'en fout. Est-ce que le pote... Voilà au moins c'est une école qui ressemble à quelque chose. Ça, c'est une école publique, que ça, c'est les dons japonais, ça, si je me trompe. Mais les autres, allez voir les écoles. Donc, madame le ministre, commencez dès cette année à regarder la question des écoles. Mais pourquoi on en est arrivé là? On est arrivé là parce que l'État a échoué. Quand, je me souviens, pendant une certaine période, les journalistes qui n'avaient pas de contradicteur à la SAT-TV nous expliquaient que l'État n'est pas la vache à lait. Hein. L'État a cessé d'être la vache à lait. Il faut que les gens se débrouillent. Au même moment, les gens détournaient des centaines de milliards. L'État a échoué dans cette mission, qui est une mission essentielle dans tout État, de donner l'éducation décente à ses enfants. À partir du moment-là, il a créé un boulevard pour tous ces faux commerçants qui se sont engouffrés là-dedans et qui font n'importe quoi. Parce qu'à la fin de l'année, le gars fait son truc et dit, bon ok, cette année j'ai un bénéfice encore de 30 millions, et les affaires peuvent continuer. Donc madame le ministre, prenez les bonnes décisions, donnez la possibilité à tous les enfants, justement, d'aller à les écoles, dans des conditions sanitaires adéquates. Ne punissez pas ceux des enfants qui n'auront pas la chance d'avoir des parapluies de godasses, parce que ce qui va se passer, ça va augmenter plutôt le degré de la délinquance que nous constatons déjà dans nos sociétés, parce que les enfants sont mal encadrés, et tout le monde le sait, l'école c'est le premier endroit où l'encadrement de l'enfant se fait avec un minimum de sérieux. On parlera d'encadrement des enseignants plus tard, et puis les émoluments, parce qu'une fois de plus, ce que gagne l'enseignant quand on va revenir dans un instant.
Permettez-moi de lire quelques messages, je vais revenir avec vous Albert Anatola ici, d'abord sur Facebook, Ikoum Patrick qui nous est avec nous, nous dit bonjour d'ailleurs, Stéphane Sullivan Nana, bonjour DBS, bonjour le panel, Stéphane Sullivan Nana qui nous dit bonjour Jocelyn, j'espère que ma suggestion tient toujours un celle de faire plusieurs débats avec pour thème comprendre la charte de l'impérialisme. Nous allons justement le faire, ne vous inquiétez pas. Ikoum Patrick nous dit bonjour à tous, n'oubliez pas de partager, bon, continuez à partager d'ailleurs. Jean-Noé Patna qui nous dit bonjour à toute l'équipe, je salue tout le travail des intervenants et analystes de DBS TV pour le débat de ce jour. Il est aussi riche que tous les autres d'ailleurs. Pour le cas du Covid-19, eh bien c'est peu de dire, là je n'arrive pas à lire tout le message, j'espère que je vais y arriver, voilà, j'y arrive. Eh bien, concernant en tout cas le cas de Covid-19, il nous fait savoir que Covid-19, ça peut être en tout cas le moment pour la sous-région CEMAC pour ne pas parler de toute l'Afrique subsaharienne, de mettre en place au moins un centre de recherche des maladies infectieuses et tropicales commun. Et aussi, pourquoi ne parlons-nous pas de cet illustre médecin congolais Mouyangui, car la menace est là. Et les autres travaillent en tout cas sur les synthèses et les mutations du virus, mais nous ne savons pas comment les choses évoluent chez nous. Donc, je vous prie, grand frère Steve, éveillez-nous et les dirigeants sur ce sujet. Merci, c'est Pat Naken, Jean Noé, depuis la France. Vive le Cameroun, vive l'Afrique libre et vive la paix. 613 injection, bonjour DBS Télévision, bonjour à vous également. Stéphane Sullivan, on en revient. La racine du mal, c'est le système éducatif colonial qui ne produit que des futurs fonctionnaires laxistes. Élèves, enseignants et parents ont banalisé la fraude, l'inutilité de l'effort. Nous devons changer notre système éducatif pour pouvoir produire des hommes capables de penser l'avenir. La réalité c'est que ces enfants demain feront exactement les mêmes choses lorsqu'ils seront dans ces mêmes postes de responsabilité. Le système éducatif doit être changé, nous dit d'ailleurs Stéphane Sullivan Nana. Hector Achille Mengue nous dit bonjour, toute l'équipe de l'IBS la matinale. Toute la journée ne suffirait pas pour exposer les différents dérapages des responsables de notre société, de la structure des établissements à la corruption. Cochise Konyale nous dit voilà le discours qui a fait fuir les enfants en Afrique. Monsieur Parfendom nous dit il y a trop à faire. Bon, il y a également trop à faire. Thierry Ndunsop Sunkem, bonjour à tous et courage encore pour tout ce que vous faites. Merci également à vous. Je vais prendre également ici sur WhatsApp, je reviens. Bonjour Monsieur Steve, bonjour le panel. J'ai beaucoup aimé l'analyse du prof qui est sur le plateau. Sauf que quand il dit qu'il faut enseigner le sens des efforts aux élèves, je me demande qui le fera si nous avons dans nos têtes en tout cas que des paresseux qui n'aiment que la facilité. Même pour travailler, les paresseux obtiennent les boulots plus que les bosseurs. Il suffit d'avoir de l'argent et un tuyau. Amen Joya depuis Fouban. Pour lui, c'est tous les paresseux qui travaillent, même dans la fonction publique. Je reviens cette fois pour l'analyse de M. Parfendom. Ce pays est pourri. On pense plus à l'argent qu'à son prochain. Bonjour, très bonne analyse, tonton Parfendom. Le problème, on n'écoute jamais les experts de votre acabit. Sous d'autres cieux, les gens comme vous sont fortement sollicités comme consultants, mais hélas, ici, vous êtes plutôt érigés en bourreau. Du courage et bon vent. Un jour, cela changera. Merci. Max 21 depuis Yaoundé. Bonjour à DBS et à tous les invités de DBS du Cameroun. Rien n'est contrôlé. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est inadmissible qu'un enfant passe son concours dans un lycée et on demande aux parents de venir payer la place de l'enfant. Arrêtons avec la corruption. Aidons le Cameroun à changer. La personne ne nous a pas laissé son nom. Bonjour à tout le panel. J'ai une préoccupation. Est-ce que madame la ministre sait qu'elle n'a pas encore procédé à l'affectation du personnel? Même son collègue de l'éducation de base, ils vont le faire en octobre certainement. Dites-moi quand est-ce que ce personnel pourra rejoindre chacun son poste. Entre-temps, où seront les enfants? C'est une belle interrogation également, hein, messieurs. Bonjour DBS la matinale, c'est Latifou Mola depuis Sodoké au Togo. Très content de vous savoir, bien portant les parents d'élèves et élèves n'ont pas de choix. Les études doivent reprendre et il revient au gouvernement de prendre des mesures appropriées. Cette grippe va être comme le sida à la fin. La fin n'est pas pour demain, donc nous Africains devrions nous adapter selon nos réalités. Merci à vous mes frères et surtout bonne suite. Bonjour à DBS la matinale.
La personne ne laisse pas d'ailleurs son nom. Je prends un autre. Bonjour, DBS matinale, c'est Thomson Irang. Parlons du Covid-19 et la rentrée scolaire dans notre pays. Nous, les panafricains, dénonçons depuis le début de ce coup d'état économique l'agenda caché de l'OMS qui est aux ordres d'un groupuscule de personnes qui se prennent pour des dieux de la terre pour changer l'ordre mondial. Mais ils oublient que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, est l'Éternel des armées qui est là pour nous éclairer leur jeu trouble. Merci également à vous, monsieur Irang. Bonjour à tous les panélistes. Nous avons là une rentrée scolaire plus que difficile car le virus est toujours là et les mesures barrières prescrites par le gouvernement semblent avoir pris du recul. Peut-être faudrait-il que le système de mi-temps revienne à tout prix, nous dit d'ailleurs notre téléspectateur. Mais avec l'incivisme et la délinquance des gérants d'établissements scolaires et la crise économique, comment pouvons-nous réellement envoyer nos enfants à l'école? L'État doit prendre en charge les coûts totaux de la scolarité et réduire les frais d'examen. Guy depuis Yaoundé. Albert Anatola, ici on demande en tout cas au gouvernement de prendre les frais d'examen sur eux. Écoutez, je voulais d'abord questionner la carte scolaire du Cameroun qui, oui, il faut le dire, qui n'est pas actualisée. Hein. Il va revenir. Qui n'est pas actualisée parce que lorsqu'on parle de la gestion d'une pandémie comme le Covid-19, ça devrait également questionner la carte sanitaire, la carte scolaire. D'abord sur le plan secondaire et primaire. Et il me semble qu'il y a quelques années, il était question de la gratuité de l'enseignement sur le plan primaire. Oui. Mais est-ce qu'il y a la gratuité de ce côté-là? Je ne pense pas du tout. Maintenant, vous avez des établissements scolaires politiques qui ont été créés. C'est-à-dire que, vous êtes député ou maire, eh bien vous allez voir le responsable sectoriel pour qu'il vous crée un établissement scolaire qui n'a pas d'élèves ni d'enseignants. Pendant que dans d'autres régions, dans d'autres zones du pays, vous avez un déficit, n'est-ce pas, d'établissements scolaires. Je pense qu'il va falloir vraiment d'abord revenir là-dessus. Tout à l'heure, j'évoquais la problématique de la pléthore d'élèves, suite à qui est la conséquence, n'est-ce pas, de la crise que nous connaissons du côté du nord et du sud-ouest. Même si on procède par le système de mi-temps, on aura toujours des problèmes. Nous aurons des problèmes parce que ce sont les mêmes enseignants qu'ils vont prendre en charge ces élèves-là. Ça veut donc dire qu'on va davantage les faire travailler. Il faut d'où, à mon sens, le recrutement. Deuxième chose, pour ce qui concerne la gestion, c'est-à-dire notamment des infrastructures telles que les sanitaires, les additions d'eau, quand ça existe dans certains établissements scolaires parce que d'autres n'en ont pas. Eh bien, ça c'est de la responsabilité des associations de parents d'élèves, qu'il faut quand même dire... Prennent de l'argent tous les ans. Non, prennent trop d'argent. Parce que, et là, il faut également que le gouvernement... Au lycée, cette année, j'ai dû payer 29 000 francs. 29 000 francs de fête d'APE. Il faut vraiment jeter un coup dans cette affaire-là, parce que ça commence à bien faire. Vous avez des établissements qui prennent soit 20 000, d'autres... 29 000, je vous dis, c'est 29 000. Je pas le minimum. Vous avez le minimum 20 000, le maximum 75 000. Le plus important dans l'histoire, je vais vous dire, je paye 29 000 francs, je le dis encore en Mondovision. Oui, voilà. Et malheureusement, sur le... on m'a demandé 35 000. Ça, il faut que je le dise. On m'a demandé 35 000 francs. Oui. Mais sur le reçu, c'était 29 000. Bon, alors je me suis posé... Le parti où c'est la grande interrogation. Alors, il faut donc justement... Parce que ça, les frais qui sont versés entre les mains des associations de parents d'élèves constituent des deniers publics. Ça, il faut le préciser. Il faut donc qu'il y ait un droit de regard là-dessus. Deuxième chose, et ça c'est important, vous ne pouvez pas donner justement, comme vous l'avez indiqué, environ 30 000 francs dans les caisses d'une association de parents d'élèves et quelque temps après on vous sollicite pour une autre activité, c'est-à-dire que le paiement par exemple des cours d'informatique dans un établissement qui n'a aucun ordinateur, ça pose quand même problème. C'est-à-dire vous demande de payer des frais d'informatique à raison de 10 000 francs par élève. Bon, imaginez le scénario où vous avez 2000 élèves dans un établissement, le minimum, ça fait combien cet argent? Il va où? Bon, il va falloir justement qu'on fasse quand même la comptabilité de ce côté-là. Deuxième chose, tout à l'heure, le grand frère patient parlait de la création des établissements scolaires. C'est toute une commission qui est chargée justement du contrôle et du suivi, n'est-ce pas, pour ceux qui il y a toute une commission qui gère les agréments dans l'optique de la création d'établissements scolaires. Et il s'agit d'une commission multisectorielle. Ça, c'est important de le préciser. Ça veut dire que lorsque vous voulez, monsieur, vous voulez créer un établissement scolaire, il y a une commission qui descend pour voir d'abord l'environnement. Est-ce que c'est un environnement à risque? Est-ce que c'est pas un marécage? Est-ce que c'est pas une colline? Est-ce que
Eh bien, dès que c'est fait, vous avez une autre commission qui vient, qui regarde si vous avez réalisé les études d'impact environnemental. Maintenant, vous lancez vos activités, dès que vous construisez votre établissement, il y a donc une autre commission qui arrive pour valider, parce qu'il faut qu'il s'assure que il y a d'abord la question de sécurité. 2, est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des toilettes adéquates? Et surtout, est-ce que, bien évidemment, vous avez une cour de récréation qui permet justement l'épanouissement des élèves, c'est-à-dire qu'avec les activités connexes, c'est-à-dire sportives, tout ça. Tout cela, malheureusement, très souvent, avant même que ce processus soit engagé, le promoteur va voir qui il peut aller voir, et ça se gère entre 2-4 murs, et puis comme c'est sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez donc avec des établissements scolaires qui sont construits dans des marécages. C'est-à-dire qu'à la moindre pluie, il n'y a pas de cours. À la moindre pluie, il n'y a pas de cours. Vous avez les établissements scolaires qui ont des salles de classe non aérées. Or, la chose la plus essentielle dans une salle de classe, c'est l'aération. Donc, je pense que dans le cadre, puisque nous parlons du Covid-19, il est essentiel que pour éviter, parce que jusque-là, les enfants restent asymptomatiques. Donc, ça veut donc dire que s'ils vont porter ça dehors, ils peuvent nous le refiler. Donc, il faut donc que nos parents, les parents d'élèves, prennent leurs responsabilités. Tout à l'heure... merci, alors, on a plus que 9 minutes pour sortir. Tout à l'heure, Faustin disait que, oui, je pense que si le niveau des élèves a aussi baissé, c'est à la fois peut-être à cause du niveau des enseignants, mais surtout à cause de l'irresponsabilité des parents. Combien de parents aident les enfants à faire le devoir? Voilà la question. Ah, là, vous avez encore soulevé un autre problème, hein, ça il faut le préciser. Et pendant ce temps, hein, messieurs, je vais vous donner 3 minutes. Hein, pendant ce temps, il y a également le problème que les enseignants sont très mal payés. Oui, le problème de rémunération, c'est le nœud gordien du système éducatif camerounais. Ça date de la dévaluation du franc CFA et des... Cette année, si on fait les mi-temps et que c'est les mêmes enseignants qui vont justement enseigner pendant les 2 mi-temps, je pense qu'il va quand même avoir un gros problème. Et de la mise du pays sur les programmes d'ajustement structurel. Voilà. Forcément, le premier corps socio-professionnel qui a payé le tribut, c'était le corps des enseignants. Parce que vous voyez, à votre époque, on me disait que les enseignants... Bon, tu vois, à cette époque. On disait que les enseignants étaient chèrement bien payés. Ah ben oui, voilà, ce sont des gens qui s'habillaient très bien. Ils avaient des voitures. Hein, et ils changeaient des voitures. Aujourd'hui, c'est difficile de voir nos collègues changer même 2 tenues par semaine. Il y en a même qui ont une tenue. C'est comme une tenue de travail, mais c'est faute c'est dû au fait qu'ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi on vous a donné les blouses finalement. Non, c'est pas un problème de blouses, moi j'en porte pas. Voilà. Donc c'est difficile parce qu'en réalité, le premier modèle, le premier élément qui reflétait un enseignement, c'était son style. C'est-à-dire que tu ne peux pas transmettre, c'est que tu n'as pas un certain style en termes d'habillement. Mais aujourd'hui, le style laisse à désirer pour la plupart des enseignants. Et on a comme l'impression qu'on a les enseignants momifiés. Ils ont une tenue, parce que c'est dû également aux conditions de rémunération et de vie parfois très difficiles. Dans les établissements privés, M. Faustin en sait quelque chose. Vous pouvez par exemple trouver qu'on paye un enseignant à 800. C'est pour quel type d'enseignant? En fait, il joue les figurants. Il n'est pas dans les conditions optimales de sortir de son retranchement. Parce qu'en réalité, il y a le programme prescrit par le gouvernement, mais maintenant, il y a la capacité de l'enseignant à aller au-delà de ce programme pour pouvoir transmettre les connaissances aux enfants. Parce qu'en réalité, ça ne tient que sur ce programme-là. On peut avoir les enfants forcément qui vont évoluer sans toutefois comprendre grand-chose. Mais l'enseignant également doit être capable de sortir de ce programme-là pour présenter aux élèves, aux apprenants, autre chose que ce qui est prescrit. On vous a compris. Hein? Et là maintenant, ça relève de la motivation que l'enseignant a à aller chercher ces éléments pour pouvoir les donner aux enfants. Bon, maintenant, s'il est rémunéré à 800, pour le cas du secteur privé, ou à 650, même parfois à 550, parfois même avec ce sacrifice, on vous a compris. À la fin du mois, même le fondateur te dit que non, il n'a pas encore enfoué les caisses. Donc c'est compliqué. Très compliqué. Faustin Kamge, je vais revenir avec vous. Hein. Justement, il y a un autre problème qui se pose. Je vais vous sortir une anecdote qu'on m'a racontée d'ailleurs. Il y a un professeur qui se levait un matin et il demandait, bon, qu'est-ce que vous voulez devenir dans une salle de classe? Tout le monde lui a répondu, personne n'a voulu être un enseignant.
L'enseignant... Finalement, l'enseignant qui était une vitrine, une image pas comme les autres, personne ne veut plus devenir un enseignant aujourd'hui au Cameroun. Eric vient de faire une description très objective de l'enseignant, des conditions, n'est-ce pas, de l'enseignant dans notre pays. En principe, l'enseignant devrait être pour ses élèves ce que la star est pour ses fans, c'est-à-dire le rêve. Et puis, lorsque l'enseignant porte des vêtements d'opus, l'élève, le matin, parfois, ils ont des paires de chaussures plus chères. Ils comparent, les habits plus chers, à comparer. Et justement, je pose toujours cette question dans mes différentes salles de classe. Qu'est-ce que vous aimeriez être? Parce que ça participe aussi inéluctablement à l'orientation de l'enfant. Personne ne veut être tout sauf enseignant. Personne, non monsieur, on ne veut pas. Les enseignants sont très pauvres. Et du coup, si notre société se retrouve aujourd'hui dans l'abîme, la faute d'abord à l'État, mais aux enseignants. À l'époque, dans une certaine époque, on enseignait encore à l'école la morale. On enseigne, il ne faut pas voler, la corruption n'est pas une bonne chose. Il a décrit quelque chose d'une importance capitale. L'enseignant n'a plus le temps de vous parler de la vie. Il vient, il dit ce qu'il a dit, il sort, il s'en va. Parce que déjà, il n'y a pas de la motivation. Et la motivation doit être salariale. J'ai écouté un collègue qui me disait un jour, il est dans un lycée, il part dans ce lycée-là une fois par semaine. Il dit, et pourquoi? Il dit, je ne peux pas laisser mes enfants pour aller enseigner les enfants des autres. Et il est sorti de l'école normale. Aujourd'hui, c'est un vendeur en Bopi, je vais taire le nom, et lui, il va une fois par semaine. Et les enfants sont là, les programmes ne sont pas achevés. Donc, c'est un réel problème dans notre pays. D'abord aussi même les effectifs pléthoriques. Parce qu'on est en train de parler de... le grand frère Parfendom dit 60, ce n'est même pas normal. Mais dis donc, on a 120 dans les lycées. Moi j'ai eu 142 en première D au lycée de Yac. On a 120. Et dans ces 120, les enfants entrent, et parfois c'est deux portes là. Au fond là, les enfants font ce qu'ils ont à faire. Ils regardent des films, ils ont leur téléphone portable, ils font tout. Ils sont là, ils filment l'enseignant. L'enseignant retrouve lui-même sa photo sur les réseaux sociaux après son cours. Donc ils sont là et puis on ne maîtrise plus rien. Et c'est devenu aujourd'hui les salles de cas, les foyers de la consommation de la drogue, des stupéfiants. Et il y a l'autre, on appelle ça tramol. Et du coup, en plein coup, vous voyez un enfant qui rentre en transe parce qu'il est en surdosage. Et parfois, ça donne des cas comme ce que nous avons vu à Yaoundé dernièrement. On vient à poignarder son enseignant. À l'époque, quand on était plus jeunes, l'enseignant était pour nous un dieu. On ne pouvait même pas frôler l'enseignant. Mais aujourd'hui, non. Tout à l'heure, monsieur, je voulais laisser une bière. Et le gars, lui-même, l'enseignant, il va s'asseoir, il pense à bien. Parce qu'il n'en a même pas. Et c'est en allant, peut-être, en prenant la moto, vous êtes en train de vouloir, votre élève vous bâche. Et à l'arrivée, il paye votre transport. Comment voulez-vous qu'il vous donne du respect? Vous respecte. Que non, monsieur, laissez payer. Et il vous a bâché. Alors que maintenant, c'est des problèmes. Mais si vous avez bien suivi les problèmes, maintenant je vais donner la... Juste une minute. Une minute, c'est terminé. C'est terminé, le temps est terminé. Moi, j'avais un enseignant... Non, vous insistez. Oui, j'insiste. J'avais un brillant enseignant de mathématiques personnelles, monsieur Chapi, au lycée de Belabo, qui avait la culture de la motivation en classe. Donc, ça veut dire quand il entrait, il regardait toujours ceux des élèves qui ne se sont pas mis debout. Il disait, non, mais vous ne vous mettez pas debout, pourquoi? Vous ne me saluez pas. Vous saluez le savoir. À l'intérieur de ce savoir-là, il y avait le style, l'habillement. C'est-à-dire que quand il était bien vêtu, il voulait justement qu'on salue et le savoir, parce que c'était un brillant mathématicien, et le style vestimentaire, le savoir-être. Et c'était ça. Aujourd'hui, il y a des élèves qui ont réussi à donner des petits noms aux enseignants. C'est-à-dire, monsieur chemise bleue, monsieur chemise rouge, monsieur chaussures penchées. Parce que nous, en fait, l'enseignant ne peut pas être... Voilà. Mais l'enseignant ne peut pas être capable d'avoir ce savoir-être là, ce style pour transmettre le savoir. C'est vrai. Et malheureusement, il faut que les élèves également sachent une chose simple. Hein. Il ne faut pas regarder le contenant, il faut regarder le contenu. Ça va de pair. C'est un film. En une minute, vous avez le mot de fin. Non, vraiment, ça avait les larmes aux yeux. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de décrire ou bien de décrypter l'autopsie de la société de demain. Oui. Quand votre système éducatif est aussi bas, il est aussi défaillant, il a une décryptude, c'est le citoyen de demain qui a une décryptude. Vous voyez. Donc, vraiment, vivement que hier, je crois, avant-hier, j'ai parlé de retard sur le point de vue des infrastructures dans notre pays. Il n'y a pas que les routes. Il y a les bâtiments, il y a les établissements scolaires, il y a que l'État doit reconstruire en grand nombre pour accueillir les futurs citoyens. Et je dis dans un pays, quand l'enseignement est dans l'état où il se trouve là, ce pays ne peut pas aspirer à un quelconque développement. Ce n'est pas possible.
Quand on est entré au lycée Paul Vaillant à mon époque, un an plus tard, j'ai pour professeur M. Robin Kili. J'ai pour professeur M. Anatonien de l'EPS. M. Foupara, à l'époque, vous ne savez pas votre époque, on avait une paire de tennis qu'on appelait des sens MIF. Pour les porter, il fallait être d'un certain niveau. Mais le professeur de l'EPS les portait, il les pliait même. Pour dire qu'il néglige, c'est rien. Et c'est ça, non, on était sublimé. Vous voyez? Et maintenant, la qualité des enseignements, c'était un autre niveau. L'encadrement, on avait une cantine au lycée. Ou même l'enfant le plus pauvre pouvait aller manger, j'oublie le transport. Je prenais 2 bus par semaine. Le bus numéro 3 qui part de Chêne-Lebel au rond-point de dos, et le bus numéro 9 du rond-point de dos au lycée Paul Vaillant. Il coûtait 475 francs la semaine. Tu as ta carte d'abonnement. Hein? Maintenant, j'ai copié quelque chose de sur les anglophones. Vous avez parlé tout à l'heure des complexes d'ordre vestimentaire. Je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses de discipline communes, qui sont communes à tout le monde. Madame Lyonga peut le certifier. Par exemple, chez les anglophones, tous les enfants sont en sandales. Ils ont tous, n'est-ce pas, la même tenue. Les filles ont les cheveux coupés. Même au collège. Il faut qu'on revienne à une époque, c'est en seconde qu'on portait le pantalon. C'est en seconde qu'on portait le pantalon dans la section. Il y a tout le décalage. On avait la culotte de la 6e jusqu'à la 3e. Entre les moyens de certains parents. Oui. Certains élèves, je vois même ici au collège Saint-Michel, qui est à côté de vous, ils viennent à l'école en scooter. Mais c'est quoi cette histoire? Et d'autres qui marchent à pied jusqu'en Dokoti pour avoir la possibilité d'avoir une moto pour les ramener chez eux. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on harmonise et qu'on discipline tout le monde pour montrer aux enfants que vous êtes tous au même niveau et vous êtes là pour acquérir des connaissances pour bâtir le Cameroun de demain. Mais comment peut-on le faire au moment où certains parents mettent les enfants en fichage de Coulanges alors qu'ils sont des Camerounais dans la fonction publique? Vous connaissez le prix de la scolaire fichage de Coulanges ou bien à Dominique Savion? C'est avec quel argent? L'argent des caisses de l'État qui pillent, n'est-ce pas, comme ça, impunément. Et c'est ça, c'est cette dérive, c'est cette dérive de notre pays, surtout de notre État, qui fait que nous sommes vraiment en face à des dangers futurs qui vont être extrêmement compliqués. Donc, je dis, Madame la ministre, construisez les établissements, formez le maximum d'enseignants, recrutez ceux qui sont dans le privé, faites des établissements aux normes et payez vos professeurs. Une école n'est pas un lieu où on veut s'enrichir, ce n'est pas un COMEX. C'est un endroit où on doit donner du savoir pour bâtir le Cameroun de demain. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là. Faustin Kamge, merci. Harry Pépin Vika, merci également. Albert Anatola ici. Patient Pafendo, merci également d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. C'est un thème vraiment sur lequel je pense qu'il faudra qu'on revienne. Parce que on va revenir avant que la rentrée n'arrive. Je vais lire quelques messages si la réalisation me le permet. Bonjour Dibier ce matin. Tout est à revoir au Cameroun. Rebonjour au MINSEC. 10-50 élèves par classe. Il oublie le déficit d'enseignants. Car dans un lycée, il y a plus de vacataires, il y a plus de vacateurs que de plègues. Ibrahim depuis Fouman. Merci beaucoup Ibrahim. Bravo, j'aime vraiment ce que le prof dit à propos des écoles, vraiment à propos des frais d'informatique. On les prend chaque année. Pourtant, il n'y a pas de salle d'informatique. On dit merci à Albert Anatola ici également. S'il vous plaît, Steve, s'il vous plaît, terminez la lecture de mon message pour éclairer les Africains face à cette forfaiture qui est le vaccin du coronavirus. On n'a plus le temps, hein, je pourrais lire tous les messages. D'ailleurs, bonjour DBS, Madame la ministre veut que les enfants doivent payer leur pension alors que les résultats du baccalauréat ne sont pas encore sortis. Comment comprendre ça? Merci également à vous. Bonjour à DBS, le panel. Je pense que le système de mi-temps implique aussi un problème du personnel d'encadrement. Est-ce que les enseignants recrutés jusqu'ici pourront couvrir toutes ces journées entières de travail? Sinon, pourquoi on ne parle pas de recrutement de ces enseignants? Bonjour à vous sur le plateau. Tout est possible si notre gouvernement s'organise. La fin du Covid n'est pas pour maintenant. Nous avons besoin d'une prise de conscience sérieuse et tout ira bien. Hassan depuis Newbell. Bonjour. Cette rentrée 2020-2021 est teintée de Covid-19. Au lieu de céder à la panique et à la peur, le Cameroun devrait s'adapter et prendre des mesures exceptionnelles pour préserver les vies. Le respect des mesures barrières, la mi-temps par exemple. Jean-Oscar Belloc depuis Douala. Bonjour, c'est Thierry Sonquin d'Ussop. À quand le débat sur le franc CFA? J'aime bien votre chaîne. Essaye de trouver un jour en soirée pour le grand débat. Oui, on est en train de trouver justement une heure en soirée pour le grand débat. Bonjour à tous les panélistes d'IBS Matin. Merci beaucoup pour ce thème. Merci beaucoup pour Monsieur Parfendom pour nous avoir déshabillé la Coupe pénale internationale. Bonne émission et soyez tous bénis. Je suis Antoine de Marie Obida à Yaoundé Nkolbison. Bonjour à tous présents au plateau. Pour la rentrée 2020-2021, les parents doivent
s'attendre à une hausse des prix de scolarité. Aussi l'intégration des cash nés dans les fournitures, surtout dans les établissements privés. Merci, bonne émission à tous. Marius depuis le Togo qui nous fait savoir qu'il y aura un autre problème, c'est que les cash nés vont encore coûter plus cher à cause de la rentrée scolaire. Le fan club d'IBS Matin également là. Bonjour très cher grand frère de l'IBS Matin. Courage au panafricaniste Laurent Gbagbo. Il reste le président Eric Magadi depuis Ngaoundéré. Bonjour à vous sur le plateau. J'aime ce que vous faites. C'est mon petit déjeuner de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. C'est Évariste depuis Guidère. Voilà, messieurs, je pense avoir lu tous vos messages. Merci, messieurs, d'avoir été là. Merci à vous également sur WhatsApp, sur Facebook, de nous avoir suivis tout au long de cette édition de l'IBS Matin. Nous étions le jeudi 3. Ça continue de tomber justement les messages, mais l'émission va s'achever là. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, comme le disait l'appareil, celui qui construit une école ferme une prison. Nous avons besoin d'écoles. Nous avons encore besoin de beaucoup d'écoles dans les grandes villes et surtout dans les zones arrières. Merci de nous avoir suivis. À demain, s'il plaît à Dieu.